Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Zolti. Je suis Marc-Antoine Andréani, je suis en compagnie de Hugues de Mascarel. Enchanté. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Kalos et Monsieur Hauser. Bonjour à vous. Bonjour les gars. Alors, on va directement entrer dans le vif du sujet, je pense. Mais avant tout, je pense qu'il y a une petite présentation qui s'impose. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour les gens qui ne vous connaissent pas ? Matt, tu commences. À toi l'honneur. Alors, bonjour les gars, déjà merci pour votre invitation sur ce plateau. Matt Hauser, je suis aujourd'hui cofondateur avec Aram de Stratéon, un cabinet d'intelligence économique qui est centralisé et spécialisé sur la zone, on va dire, Ukraine et zone CE8, donc on va dire l'espace post-soviétique, Eurasie, pour faire simple. Donc on travaille sur cette zone depuis un petit moment et moi, donc à la base, j'ai un parcours dans le monde de l'influence, dans le monde de l'intelligence économique. Et c'est un peu mes sujets de cœur, et ce qui fait qu'on est là aujourd'hui et je travaille avec Aram du coup depuis plus de 3 ans maintenant. Ok, très bien. Et donc moi c'est Aram Kalos, donc moi j'ai un parcours, j'ai d'abord commencé par l'humanitaire, ensuite j'ai eu une partie un peu plus business tech, et ensuite j'ai rencontré Matt, et ayant travaillé déjà sur la zone du coup Europe de l'Est, Eurasie, ça a tout de suite matché, et on s'est lancé dans l'aventure Stratéon. Très bien. Vous pouvez présenter un peu Stratéon, histoire de 30 secondes, on reviendra dessus de façon à la deuxième partie, mais histoire qu'on ait un petit aperçu pour commencer. Oui, bien sûr. Alors, comme je l'ai dit, c'est un cabinet qui est spécialisé sur la zone, je dis CE8, donc post-soviétique, espace post-soviétique, mais a fortiori, on travaille principalement sur l'Ukraine aujourd'hui, pour des raisons peut-être qu'on évoquera un peu tout à l'heure. Bien sûr. Ouais. Notre activité, c'est simple, c'est l'activité d'un cabinet de conseil intelligence économique assez classique, à savoir, nos clients ont des questions, et on essaye d'aller leur trouver les réponses. Ça peut être est-ce que cette personne est fiable ou est-ce qu'elle ne l'est pas, est-ce qu'il y a un marché à prendre sur ce sujet dans telle région, concrètement voilà, ce genre de choses là, donc de la due diligence, de la veille sécuritaire aussi bien sûr sur l'Ukraine, mais en gros là, un peu le guichet unique pour tous les Français, principalement nos clients sont français, qui veulent travailler sur ce pays ou qui veulent s'implanter dans ce pays, parce qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent déjà en Ukraine et beaucoup qui voudraient y travailler sur le long terme, voilà. Et bien sûr le volet influence là pour le coup qui est pas orienté forcément que sur l'Ukraine, mais on a quelques missions sur les sujets d'influence, principalement de contre-influence, mais voilà un petit peu nos missions. Je sais pas, Aram, si tu as des choses à rajouter. Ça me paraît assez exhaustif. C'est assez clair. Ouais, c'est très clair. De toute façon, dans ce podcast, on va parler de thèmes justement que vous représentez bien, c'est-à-dire la guerre de l'information, l'influence, et du coup le milieu de l'entrepreneuriat avec Stratéon. Je propose qu'on commence direct. Alors, on est obligé de passer par là. Il faut forcément définir un peu ce qu'est l'influence. Donc, je vous laisse un peu définir ce qu'est pour vous l'influence. C'est un peu une question piège parce que tout le monde a un peu sa définition sur ce sujet-là. Je dirais, pour faire assez simple et pour pas commencer à perdre tout le monde avec des concepts et des termes, que c'est le moyen de faire passer une situation d'un état A à un état B sans exercer de pression ou de friction ou de contrainte. Voilà, ça c'est la définition simple, ça veut dire je vais faire en sorte que tu attrapes le verre d'eau qui est posé sur la table sans te dire de l'attraper, mais je vais induire une situation qui fait que tu vas avoir envie de le faire et du coup que ça sert moi mes intérêts qui sont par exemple que tu boives de l'eau. C'est un exemple très, très bête, mais un peu voilà l'idée de l'influence. Et évidemment dans les sujets d'influence et de guerre d'information aujourd'hui, nous on pense que le monde du digital notamment a vraiment horizontalisé ce sujet-là. Ça veut dire que ça rend les gens vulnérables à de l'influence étrangère, à de l'influence de personnes, de marques, de tout ce qu'on peut imaginer de personnes qui peuvent vouloir faire quelque chose à quelqu'un. Et effectivement, le monde du cyber, le monde numérique, les réseaux sociaux notamment, permettent aujourd'hui de pousser des discours, de pousser des sujets, de pousser des images, de pousser des narratifs ou des récits, pour être en bon français, qui vont amener les gens à avoir certaines réactions. Parce qu'in fine, c'est de ça qu'on parle, c'est faire en sorte qu'une personne agisse. Pour qu'elle agisse, elle se base sur quoi ? Sur une vision qu'elle a du monde, sur une perception qu'elle a des événements, sur peut-être une croyance qu'on veut créer chez elle. Donc ce que vont faire des gens qui font de l'influence, c'est rien de moins que ça, à savoir faire en sorte d'amener des personnes en contact avec certains récits, certaines images, certaines émotions, pour que derrière elles agissent d'une façon qui leur soit favorable. Les élections, c'est le meilleur exemple. On est un parti de gauche ou de droite. On va pousser des éléments de langage, des éléments des images, etc. dans la sphère informationnelle, en espérant que les électeurs potentiels les voient et réagissent en votant pour un parti, du coup, qui est notre parti. Voilà, si on doit résumer. Aram, tu aurais quelque chose à rajouter peut-être ? Je suis assez aligné, l'idée c'est de faire passer un récit. Je trouve que les élections, c'était le parfait exemple. Et non, après, je suis assez aligné avec Matt. Je pense que si on devait le résumer le plus simplement possible, c'est passer d'une situation A avec un objectif d'aller vers un point B, de manière... Si j'ose dire, non cinétique, c'est un terme qu'on a beaucoup entendu, nous, dans notre entourage, mais je le résumerai comme ça, très simplement. Ok, très bien. D'accord. Et pour ce qui est d'une manière un peu plus pratique, travailler dans l'influence, ça recouvre en quoi exactement ? Alors, il y a 3 domaines, on va le faire en 3 strates. L'influence, c'est un grand mot. On va dire il y a l'influence blanche, l'influence grise, l'influence noire. Okay. Pour un peu vous expliquer un peu ce qu'est ce secteur-là. L'influence blanche, c'est tout ce qui est, on va dire,
donc les choses légales, on va le dire comme ça, les choses on va dire du quotidien. Savoir, on passe dans une rue, il y a un cabinet de marketing, un cabinet d'affaires publiques. C'est de l'influence blanche. Voilà, c'est aller parler à des élus, c'est faire de la com sur les réseaux sociaux, assez simple, voilà, pousser des trucs sur LinkedIn. Ça, c'est l'influence blanche, à savoir, voilà, c'est pousser des discours de manière ouverte, et les gens ont conscience, quand vous le faites, que vous êtes une agence qui fait ça. Ça veut dire, quand vous voyez une pub pour Colgate ou je sais pas quoi, c'est un peu du marketing en réalité. On a conscience que les gens veulent nous vendre le produit. Ça, c'est l'influence blanche. J'ai passé à l'influence noire. L'influence noire, c'est du coup l'influence, on va dire, qui est dans la zone interdite, la zone illégale, ce qui normalement ne peut pas se vendre, mais évidemment qui se vend quand même. Ça va être typiquement les fermatrolls. C'est peut-être le moins bon exemple, parce qu'on va en parler après. Pour moi, c'est un sujet qui est en train de s'essouffler. Mais c'est tout ce qui est illégal, tout ce qui en fait consiste à vouloir influencer des gens sans qu'ils s'en rendent compte réellement. Et bien sûr, avec des procédés qui sont pas éthique. C'est les deux sphères à croiser, c'est ça. C'est influencer une personne sans qu'elle s'en rende compte, et d'une manière qui est évidemment pas éthique, à savoir... Quelle stratégie on utilise du coup pour influencer quelqu'un sans qu'il s'en rende compte? Typiquement, ça peut être utiliser des images violentes, partager... Je prends un exemple concret, c'est toute la communication que vont avoir des groupes terroristes, des groupes de guérilla, même sans apporter du genre de malheur, à savoir voilà, des images émotionnelles, de la désinformation, vendre de la désinformation, créer des contenus de dénigrement sur un acteur. Par exemple, on sait rien, on est un grand groupe américain et on veut aller sur un marché où les Français sont bien positionnés, et bah hop, on va payer un petit cabinet qui n'a pas trop pignon sur rue pour qu'ils poussent des contenus qui vont flinguer, pour être un peu familier, la réputation des Français. Okay, ça, c'est de l'influence noire. Okay. Et je pense que j'ai aussi un autre exemple, même dans l'humanitaire, qu'on a beaucoup vu peut-être maintenant il y a une dizaine d'années. On l'a beaucoup vu au Moyen-Orient, c'était diffuser des informations fausses pour sensibiliser et pour faire venir des fonds directement auprès de l'ONG. Bon, il y a des ONG qui ont fermé du coup à la fin des années 2010 pour ces raisons-là, et du coup c'était une forme d'influence noire. Ok, très bien. Et entre les deux, vous voyez une frontière distincte un peu entre la zone grise et la zone noire? C'est pour ça qu'on parle de zone grise, c'est qu'en réalité il n'y a pas deux pôles, mais c'est bien un spectre, à savoir que autant ce qui est vraiment blanc on le sait, ce qui est vraiment noir on le sait, mais évidemment il y a un ensemble de choses entre les deux qui ne sont pas forcément toujours très claires. Je prends un exemple hyper concret, on va revenir un peu sur le sujet de la politique. Quand un parti politique ou un candidat paye ou finance une association étudiante par exemple pour produire du contenu digital qui par exemple va promouvoir un candidat très précis, avec des moyens par exemple sur TikTok, sur Twitter, etc., on est dans la zone grise. Ça veut dire qu'on est sur quelque chose qui vient en réalité du candidat pour se promouvoir lui-même, avec souvent des procédés qui ne vont pas être toujours très éthiques, voire qui vont carrément violer les codes des plateformes, mais il ne le fait pas vraiment de manière illégale. Ça veut dire qu'en fait, c'est ni plus ni moins que faire une campagne de com un peu 2.0. C'est concrètement un des gros sujets qu'il y a eu sur la campagne roumaine, c'est ça. C'est qu'au-delà de l'aspect sur, si vous avez eu du coup l'annulation des élections présidentielles roumaines, il y avait trois grands motifs. Un, le fait qu'il y avait une ingérence russe potentielle. Deux, le fait qu'il y avait des financements occultes. Et le troisième volet, qui est peut-être en fait le plus important, mais qui est un peu passé sous le radar, c'est le fait que le candidat en fait a une méthode de campagne assez innovante, où il a un peu trompé l'algorithme de TikTok pour être hyper viral. Et ça, c'est concrètement de la zone grise. Ça veut dire qu'on n'est pas sur de l'influence classique traditionnelle dont on peut se revendiquer. On n'est pas non plus sur un truc qui est totalement illégal, mais on est vraiment dans la zone grise. Voilà. Là, on a parlé uniquement un peu de l'influence digitale, parce que c'est un peu le gros sujet pour nous. Mais en fait, il y a plein d'autres manières d'influencer. Concrètement, la diplomatie culturelle, le fait d'avoir, ne serait-ce que des tracts, d'utiliser les médias aussi traditionnels, la presse papier, la radio, faire un podcast, c'est aussi de l'influence. Mais voilà, sur les sujets d'influence, on va dire, il y a ce spectre-là, du blanc au noir, avec bien sûr toute la zone grise au milieu. Et le monde de l'influence, en réalité, s'écrit plus dans la zone grise que dans la zone blanche ou dans la zone noire, parce que la plupart des grands cabinets, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais évidemment, une activité avec pignon sur rue, des sièges aux Champs-Élysées, etc., mais souvent, sur des sujets assez précis, pour des parties d'une certaine mission ou pour des choses comme ça, il va avoir recours à des expertises externes qui sont, elles, un peu plus, on va le prendre dans le sens, qui sont moins assumables. Et c'est là que la zone grise rentre en compte, on va dire. Moins assumable, mais pas illégal. C'est toujours la limite, c'est pour ça qu'on parle de zone grise. Ouais, c'est que là est la frontière, quoi. Quand ils sont du bon côté du bâton, on va dire, et que ça sert les intérêts du pays, on va jamais aller leur reprocher d'avoir avoir poussé des narratifs ou dans leur campagne de com sur un pays d'avoir été un petit peu touchy. Mais si ils sont plus du bon côté de l'histoire, tout de suite on peut leur taper dessus. Donc c'est pour ça qu'on parle de zone grise, c'est que c'est assez difficile de définir concrètement où on est sur la légalité et sur l'éthique, puisque les deux sont assez différents. On peut avoir des choses qui ne sont pas illégales mais qui violent totalement l'éthique journalistique, l'éthique naturelle, on va dire. Et puis il y a des choses qui sont 100% illégales mais qui, selon moi, ne sont pas forcément pas éthiques. Voilà. Donc c'est un peu c'est une appréciation difficile à faire, mais voilà un peu pour vous donner cet ordre d'idée sur le monde de l'influence, bien différencier, on va dire, les deux pôles, le blanc et le noir, et tout ce qui est au milieu et qui est difficile à classer, quoi. Ouais, très bien.
Aujourd'hui, donc l'influence, on en parle de plus en plus, notamment avec ce qui peut se passer en Ukraine, en Russie. Mais pourquoi aujourd'hui l'influence, on en parle de plus en plus? Pourquoi elle est capitale au XXIe siècle? Est-ce que c'est l'ère des réseaux sociaux? Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte? Vous pouvez répondre à cette question. Moi, je peux peut-être commencer, mais je pense qu'effectivement, Matt en parlait tout à l'heure, de la viralité qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, notamment la capacité à comprendre un algorithme. En fait, on a des exemples, souvent on appelle ça des trends, mais en fait, on peut créer des trends sur les sujets qu'on veut aujourd'hui. C'est, je pense, pour ça qu'on entend beaucoup parler d'influence aujourd'hui, et aussi parce que comprendre l'algorithme, en réalité, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Rendre quelque chose de viral, on peut le voir une fois qu'on a compris une plateforme, que ce soit X, Instagram, TikTok, un peu moins Facebook maintenant. Il y a un réseau social qui est plus pertinent pour la garde d'information. TikTok. En réalité. C'est pas Twitter? Non. Twitter, c'est différent, c'est très bien pour toucher des décideurs, des key leaders, etc. Mais en fait, si tu veux faire buzzer un truc sur Twitter et que tu n'as pas de communauté de base, c'est quand même très compliqué. Alors que TikTok, l'algorithme est fait pour faire émerger des contenus et des créateurs de contenu que personne ne connaît. Ça veut dire qu'il y a une espèce de tri. Typiquement, je prends un exemple. L'algorithme de Twitter va jamais, très rarement, proposer un contenu qui a 2 likes ou 2 vues à une grosse catégorie de personnes. Pour essayer de voir si ça plaît. Donc, du coup, tu peux pas te faire découvrir en tant que petit nouveau. Alors que quand tu es sur TikTok, naturellement, en fait, TikTok, l'algorithme va prendre ton contenu, essayer de déterminer avec un algorithme à qui ça peut plaire. Et en fait, il va tester le contenu sur plein de gens. Et après des scores on va dire, de performance qui font s'il voit que le contenu a plu à ces niches-là, il va l'élargir, il va en proposer encore plus. Et en fait, quelqu'un qui débarque de nulle part, il peut faire en 3 jours 3 millions de vues. Et on a des défis, nous, dans le monde de l'influence. En 3 jours ou 3 semaines après, d'un seul coup passer de 100 000 à 3 millions de vues. Ouais, parce que l'algorithme a trouvé la bonne niche sur laquelle positionner les vidéos. Et on a des jeux, nous, un peu des jeux, c'est un peu des défis où moi, pour avoir déjà recruté des freelances, c'est un peu des jeux qu'on fait comme ça, c'est de voir en combien de temps les gens arrivent à faire monter un compte de 0 à 100 ou de 0 à 10 000 ou de 0 à 1 million. Et l'endroit où c'est le plus facile de le faire, c'est clairement TikTok. Concrètement, le plus dur, c'est Telegram. Une croissance organique sur Telegram, c'est très dur à avoir parce que c'est un social où il n'y a pas de moteur de recherche réel pour trouver des chaînes, il n'y a pas d'algorithme de recommandation. Pour voir un contenu, il faut que tu sois sur la chaîne ou qu'une chaîne que tu suis l'ait repartagée, tu vois. Donc c'est peut-être le social où c'est le plus dur. Ensuite, on va dire, la difficulté moyenne, c'est Twitter. Et là où c'est le plus facile, ça veut dire où même un noob, entre guillemets, peut réussir à faire quelque chose, c'est clairement TikTok. Mais Ram, je te laisse finir. Je pense du coup, il y a un truc, on parlait de Twitter. En fait, Twitter, déjà, c'est très facile d'arriver dans la contradiction. C'est-à-dire que en fait, si on veut diffuser un message, c'est très facile d'avoir quelqu'un qui retweet, reposte et invalide complètement la théorie avec des arguments, etc. Donc en fait, ça peut facilement toucher ce qu'on appelle une echo chamber, c'est-à-dire donc en fait les personnes qu'on va avoir autour de son cercle qui ont les mêmes affinités que nous, etc. Mais en fait, c'est des personnes qui sont déjà convaincues. L'avantage effectivement de Twitter sur TikTok, c'est que c'est très facile de toucher des journalistes en réalité. Ouais, et les journalistes, en se saisissant du coup de campagnes de communication, de mèmes ou autres, en fait, peuvent amener directement ces choses-là à un niveau politique. En posant, on a eu un cas là très récent, je laisserai les gens se faire une idée de ça, mais un mème Twitter récurrent, on a posé la question directement à un politique par rapport à ce mème-là, alors qu'à la base c'était juste une niche. Sur la fiscalité et autres, non? Ouais, exactement. Tu peux le citer, hein, c'est un exemple concret selon le moment où les gens regarderont. Mais c'est le sujet du Nicolas. Il y a eu des questions, vous le connaissez ou pas? Ouais, très bien. Non, en fait, Nicolas, c'est sur le thème de la fiscalité. En fait, on part du principe que Nicolas, du coup, un cadre moyen qui a entre 25 et 45, est une personne qui travaille dans le privé et qui va cotiser pour les retraités, pour des personnes qui peuvent bénéficier d'aide ou autres. Et à la base, c'était juste un mème récurrent sur Twitter. Ouais, la phrase, c'était en gros, à chaque fois qu'il y avait un truc, une news machin qui disait oui, l'État va investir 4 milliards sur tel sujet, des gens, enfin une page à la base, à chaque fois postait, c'est bien, c'est Nicolas qui paye, je crois. C'est un truc comme ça. C'est quelque chose comme ça. Mais... En fait, c'est devenu un mème, c'est-à-dire le mec disait ça, mais au début, personne évidemment le voyait. Mais effectivement, le truc qui est devenu viral. Ouais, c'est ça, c'est un truc qui date d'il y a longtemps. Mais là, récemment, ça a émergé sur Twitter encore plus parce que des médias en ont parlé pour critiquer ce mème-là en disant que c'était un truc libéral ou un truc d'extrême droite, machin. Et inversement, d'autres gens l'ont récupéré pour dire, en fait, pour reprendre le même. Donc c'est un bon exemple, effectivement, de la manière dont Twitter permet de faire émerger du débat. Et c'est peut-être la vraie différence d'ailleurs entre Twitter et TikTok, c'est que TikTok, c'est assez... alors je sais plus quel est le terme en langue start-upper, mais bottom-down ou bottom-up, je sais plus comment on dit ça. En gros, c'est du contenu qui vient de créateurs
et les gens se contentent de le voir et de le regarder, mais il n'y a pas réellement de débat qui est engagé, alors que Twitter est par excellence le réseau de la polarisation. Ça veut dire que tu balances un message et n'importe qui peut répondre, peut quote, donc citer le tweet pour le contredire, ce qui fait qu'en fait tu peux, à partir d'un sujet de base, faire un énorme débat et créer des exemples très récents. Je vais le situer pour les gens qui nous regarderont un peu plus tard, mais il y a eu une polémique un petit peu il y a quelques jours sur Twitter, mais c'est des micro-polémiques, c'est-à-dire c'est pas les trucs qui font les grands titres, mais sur un espèce de clash entre les Français et les Belges par rapport à la fête de la musique, par rapport au fait qu'en la France on a Sephora et pas en Belgique. C'était un clash vraiment au niveau intellectuel, on va dire. Voilà, on va pas faire de jugement, mais c'est vraiment un truc de Twitter, quoi. C'est un peu la carrière chose qu'on peut imaginer sur Twitter, mais en fait c'est vraiment l'exemple même de la polarisation, c'est que les deux camps défendaient leur morceau de territoire, à savoir la France et la Belgique, et du coup tout le monde s'est engrainé, tous les Belges ont répondu pour défendre la Belgique, tous les Français pour défendre la France, et c'est devenu une espèce de pugilat, quoi. Et ça c'est la grande force ou aussi la grande faiblesse des réseaux sociaux, c'est que c'est un espace où tous les avis se valent quasiment, même si c'est un peu caricatural ça, parce qu'évidemment un créateur de contenu à 1 million d'abonnés ou un homme d'affaires ou un homme d'État n'a pas la même poids, il ne sera pas vu de la même manière qu'un type qui a 12 abonnés, mais malgré tout le monde peut poster un message, et s'il est assez bon, peut faire en sorte que ce message atteigne le monde entier. Et c'est peut-être ça la vraie réponse du coup à votre question sur pourquoi aujourd'hui l'influence a atteint ce niveau d'intérêt et devient aussi important. Et je fais une incise dans ce que je dis pour vous donner à quel point c'est important, le forum de Davos, qui est un peu le forum économique, donc forum économique mondial de Davos, qui fixe un peu les grandes tendances, les grands enjeux, le réchauffement climatique, etc., a classé la désinformation et l'influence comme étant, je crois, la menace numéro 1 ou numéro 2 pour la décennie à venir, pour la démocratie occidentale. Donc eux, ils sont quand même des analystes d'assez haut vol, voilà, on peut critiquer l'influence de ce forum, mais c'est quand même un forum qui a pour vocation d'identifier un peu les grandes tendances de notre monde et de notre siècle. Eux ont fixé la désinformation et l'influence comme étant le grand sujet ou l'un des grands sujets de la décennie à venir. Et évidemment, la réponse se trouve dans le fait que, je pense jusqu'à encore 20 ou 30 ans, peut-être même jusqu'à encore 10 ans en réalité, pour faire émerger un sujet, il fallait être soit un magnat de la presse, soit un homme politique, soit écrire un livre très célèbre, avoir des potes éditeurs et le faire publier pour essayer d'avoir une influence sur le monde. En fait, la capacité à parler au monde et à influencer des personnes était quand même, je pense, oligarchique au sens propre. Ça veut dire qu'il y avait peu de gens qui pouvaient le faire. Les réseaux sociaux ont permis, même si c'est encore, enfin, ça peut être nuancé dans plein de sens, les réseaux sociaux ont permis quand même, comme on disait, d'horizontaliser ça, à savoir que n'importe qui, avec un clavier, quasiment, peut, entre guillemets, faire tomber un homme politique. Exemple très concret, je ne vais pas le citer, même si l'affaire maintenant est loin et que, à mon avis, sa carrière politique est un peu derrière lui, mais le candidat à la mairie de Paris qui se retrouve, alors qu'il était un peu dans les favoris, avoir sa carrière détruite parce qu'une dame décide de publier une photo intime de lui, une vidéo intime, au revoir la carrière, alors que c'est une dame qui sortait de nulle part. Voilà. Alors, je dis pas que ça n'arrivait pas il y a 50 ans, évidemment, quand il y avait toujours des scandales, des scandales de mœurs et autres. Aujourd'hui plus qu'avant. Mais aujourd'hui plus qu'avant, et aujourd'hui n'importe qui balance une rumeur sur quelqu'un sur les réseaux sociaux, qui arrive à avoir l'assise suffisante et la vérité suffisante, peut faire plier un État, peut faire plier un cours de bourse, peut faire plier une population. Donc je pense que c'est vraiment ça qui importe, c'est que c'est n'importe qui a aujourd'hui le pouvoir d'influencer, alors qu'avant c'était quand même très oligarchique. Je pense aussi qu'il y a une notion d'intemporalité sur les réseaux sociaux qu'on a beaucoup plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une affaire de mœurs, il y a 100 ans, ça paraissait dans le journal une fois, quelques journalistes étaient au courant, les gens qui l'avaient lu étaient au courant. Mais en fait, les réseaux sociaux permettent une telle accessibilité à l'information qu'en fait, n'importe qui était au courant de cette histoire-là. Et en fait, jusqu'à peut-être la fin de sa carrière politique, qui existe encore, il entendra parler de cette histoire un jour sur Twitter, ça lui sera reproché, et on reviendra dessus, et il devra répondre de ses actes jusqu'à la fin de sa carrière, probablement. Très bien. Juste très rapidement, vous avez parlé à un moment d'IA. Ouais. Est-ce que vous trouvez que l'IA rebat un peu les cartes de la guerre d'influence, ou alors vraiment on peut facilement débunker les images maintenant qu'on trouve sur les réseaux sociaux? On peut mettre en lien cette question avec par exemple ce qui s'est passé récemment, c'est un exemple qui est parlant, c'est l'opération Doppelganger, je pense que vous avez dû entendre parler. Bien sûr. Pour rappeler peut-être un peu, l'opération Doppelganger, c'est une opération d'influence numérique orchestrée par Moscou. Donc, ils ont justement utilisé des opérateurs cyber, donc qui utilisaient des bots pour diffuser une opinion pro-russe sur les réseaux sociaux occidentaux, justement à l'aide de l'intelligence artificielle. Et ils travaillaient aussi main dans la main avec des entreprises comme la Social Design Agency, qui s'occupaient du coup de faire des sites miroirs, donc d'imiter à la perfection par exemple Le Monde, Minute, Le Parisien, afin justement de diffuser une opinion favorable à la Russie. Du coup, est-ce que vous pensez que cette opération, elle a marqué un tournant, on va dire, dans la guerre de l'information, guerre d'influence?
Est-ce qu'il y a des techniques nouvelles qui ont été utilisées, peut-être justement avec l'intelligence artificielle? Ouais. Est-ce que ça rebat des cartes, ou alors c'est simplement une technique de plus, comme on en voit depuis des années, simplement avec une petite innovation d'intelligence artificielle? Pour répondre à ça, je pense qu'il faut revenir un peu à l'historique de ce qui se fait sur l'influence digitale et notamment sur la guerre de l'information russe, puisque c'est un peu le sujet ici, même si en fait beaucoup d'autres pays sont concernés, mais c'est peut-être ceux en France qu'on connaît le mieux parce qu'on a été ciblés en tant que Français. Faut revenir un petit peu à ce qui se faisait historiquement, et j'invite les gens, les auditeurs et les spectateurs à aller regarder les différents reportages qu'il y a eu sur l'IRA, donc l'Intelligence Research Agency de Prigojine, du groupe Wagner à l'époque, qui est un peu le premier gros sujet, la première grosse institution russe parapublique qui a fait ce genre de campagne. Et ce qui est très intéressant, c'est que les rapports qu'on a sur cet organisme, donc je le rappelle, faisait des campagnes de désinformation direction la France, les États-Unis, on va dire autour de 2014, 2015, 2016. Ce qui est intéressant, c'est que les journalistes qui ont enquêté sur cette institution à l'époque, en fait, se sont rendus compte qu'ils embauchaient principalement des étudiants, des types qui prenaient 400 ou 500 euros en roubles bien sûr, pour aller derrière des PC toute la journée dans un espèce d'immense open space et poster des commentaires sur Facebook, machin, etc. Ça, c'est l'ancienne version du monde de la guerre de l'information. Je dis pas que ça se fait plus, je dis pas que certains pays le font pas, typiquement les Chinois ou les Indiens, mais c'est vraiment l'ancienne version. C'est le moment où en fait il y avait une personne qui gérait X comptes et qui du coup partageait le contenu sur les réseaux sociaux. Là où l'IA change quelque chose, et je viendrai après notamment sur le sujet des images et des vidéos, la vraie révolution de l'IA sur le monde de la guerre de l'information, c'est pas en réalité sur la création de contenu au sens propre, c'est-à-dire sur le fait de générer une image de manifestation ou une vidéo d'Emmanuel Macron pour lui porter atteinte. La vraie révolution, celle que les gens ne voient pas et en fait ne veulent pas voir, je pense aussi beaucoup, c'est sur la structure et la productivité que ça permet aux agents hostiles. Et je prends un exemple très concret. La Social Design Agency, donc qui aujourd'hui a pris un peu la relève de l'IRA de Wagner Prigojine, en fait, aujourd'hui peuvent faire beaucoup plus, voire autant qu'avant que faisait l'IRA, avec 10 fois moins de salariés. Parce que concrètement, avant, pour chaque compte que vous aviez sur Twitter, il fallait un bonhomme derrière qui prenait quelques minutes par jour pour aller le rendre crédible. Aujourd'hui, vous avez un pipe GPT ou n'importe quel modèle d'IA, IA générative, vous pluguez ça avec l'API Twitter, vous pouvez automatiser un compte, voire 10 000 comptes, sans avoir quasiment aucun compte à gérer. Sa multiplication, quoi. Et je vais pas inviter les gens à le faire, mais si vous voulez vous amuser à le faire, vous pouvez. Vous vous amusez à prendre ChatGPT, vous lui donnez un exemple de base d'entraînement ou d'un tweet ou de machin, vous lui dites juste avec un bon prompt, ok, maintenant tu vas me répondre comme si t'étais un militant de droite libérale du Missouri qui a fait ces études-là, machin, et tu vas me répondre de cette manière-là, ou alors juste tu vas me générer une fois par jour un message crédible que ce genre de personne pourrait poster sur Twitter, machin, par rapport à l'actualité, donc par rapport au dernier match, par rapport à machin. Et vous allez voir que l'IA, elle est capable de le faire, elle le fait très bien d'ailleurs. Alors après, il y a plein de fine-tuning pour que ce soit parfait, mais elle le fait très bien. Il suffit juste après de prendre ce chat-là, de le plugger à l'API Twitter, ça coûte quelques euros par mois, et vous avez un compte qui est totalement automatisé, qui est crédible. Et si vous achetez en plus des comptes qui ça coûte 20 centimes, des comptes qui ont un peu d'ancienneté, bah vous avez un compte qui est extrêmement crédible et qui est difficile à détecter. Alors il y a plein de méthodes quand même, mais... Au tout début de ça, il y avait un phénomène qui était assez rigolo sur Twitter, c'est que parfois, en fait, ça se voyait que c'était encore des IA qui étaient balbutiantes. Je pense que c'était il y a 6 mois, 1 an. Et on avait beaucoup de personnes qui posaient du coup des questions en commentaire qui n'avaient absolument rien à voir. Par exemple, donne-moi une recette de tarte aux fraises, c'était un truc qui était hyper récurrent. Tu te rappelles de ça? Je me rappelle, ouais. Et automatiquement, l'étudiant du Missouri ou l'étudiant français de Lille donnait une recette de tarte aux fraises pour 4 personnes, avec les grammages, etc. Bon, maintenant, les IA, elles sont perfectionnées, et je pense que aussi la manière de faire les prompts est bien plus pertinente. Ouais, il y a des verrous à mettre, en fait. Ouais. C'est typiquement, tu vas dire à l'IA dès le début, ne sors jamais de ton rôle, sauf si je te dis tel mot-clé. Et voilà, du coup, sauf si tu as le mot-clé, le mot de passe, entre guillemets, l'IA ne va jamais pouvoir te donner la recette de la choupe au chou, tu vois. mais voilà, mais c'est pour revenir à ta question initiale, la vraie révolution, c'est ça, en fait, c'est que aujourd'hui, quelques petits acteurs vont pouvoir, avec 5-6 personnes, un peu d'IA, gérer des galaxies de comptes ou des galaxies de médias ou créer des news avec des médias crédibles, avec plein d'articles à la journée, alors qu'en fait, avant, il aurait fallu une équipe de 500 personnes. Ouais. Aujourd'hui, avec 5 personnes, tu arrives à le faire. J'en viens quand même à ta question, à ce que tu as dit. Évidemment, malgré tout, que même si pour moi, la vraie révolution, c'est ça, c'est sur la productivité que ça permet. Et du coup, le fait qu'on peut faire beaucoup plus avec moins de personnes. Et donc, par exemple, que si tu as gardé la même somme de personnes, bah, tu fais 500 fois plus qu'avant. Donc, tu as beaucoup plus de capacité de nuisance aussi. Mais évidemment qu'il y a aussi une révolution dans l'image. Bien sûr la création d'images, la création de voix, même si en réalité la révolution elle n'est pas si puissante que ça, parce que avant, quelqu'un qui sait faire du montage vidéo, quelqu'un qui sait faire du Photoshop, il pouvait t'éditer une image de manif, faire des modifications, voilà, même copier une voix, ça se faisait déjà, il y avait déjà des algorithmes pour le faire. Mais la vraie différence, c'est que maintenant, c'est
on va dire, très répandu, et n'importe qui peut le faire. Ton tonton boomer, entre guillemets, de 55 ans, il peut s'amuser à faire un deepfake de Macron qui dit oui, j'ai pris une petite ligne de machin truc avec Zelensky ou je sais pas quoi, le genre de bêtises que tu vois. Évidemment, avant, c'était des vidéos pour rigoler. Maintenant, n'importe qui peut s'amuser à faire ça et du coup, balancer des informations qui, certes, vont nous faire rire parce qu'on sait très bien que c'est du faux, mais qui peuvent parler à certaines personnes. Et du coup, après, on a un mécanisme de renforcement de croyances, mais les gens se continuent voilà. Mais pour résumer, du coup, c'est clairement une révolution. C'est pas un changement de nature, c'est vraiment un changement de degré. Ça veut dire que je crois pas qu'on soit passé à quelque chose d'autre dans le monde de la guerre de l'information. On est toujours dans la même chose qu'on connaît depuis, on va dire, 10-15 ans sur la guerre de l'information digitale. Mais c'est quand même un changement de degré dans la mesure où aujourd'hui, c'est vraiment à portée de clavier beaucoup plus. Déjà que c'était facile de le faire. Aujourd'hui, encore plus, puisque en fait, avec de l'IA et 4-5 personnes et une bonne méthode et des bonnes procédures, tu peux créer un média qui va s'entretenir tout seul, tu peux créer une persona qui va s'entretenir tout seul, et du coup, ça rend la capacité à nuire des personnes nuisibles encore plus puissante qu'avant, quoi. C'est vraiment ça la révolution. D'accord, et pour parler d'un peu de la France, on a en France, par exemple, Viginum, qui est une entité qui fait de la contre-influence, mais on est souvent perçu un peu comme timide en termes d'influence offensive, comparé à d'autres pays, même au sein de l'Europe, sans parler des États-Unis, de la Chine, qui eux font vraiment avec les lois extraterritoriales de l'influence offensive. Pourquoi, pour vous, on a toujours un peu ce statut-là de timide, un peu en termes d'influence offensive? Est-ce que c'est plus une question une culture de neutralité de l'État, une question de budget, ou alors parce qu'on a des fortes exigences légales en France? Je pense déjà, il faut rappeler que Viginum, que tu évoques, c'est avant tout un outil, on va dire, de publicité et de communication gouvernementale. C'est pas du tout négatif ce que je dis, mais dans la mesure où leur rôle, c'est d'avoir des analystes qui font d'ailleurs très bien leur travail, qui vont trouver des campagnes, essayer de un peu remonter, faire l'enquête, etc. Ils le font de manière assez admirable. D'ailleurs, il faut aller à leur rapport, c'est souvent assez bien sourcé. Mais leur travail, c'est principalement ça. C'est de trouver les campagnes dont la France est victime et de faire des longs rapports qui après sont diffusés. Et leur rôle, c'est ça, principalement. Le vrai rôle de Viginum, c'est pas de trouver les campagnes, parce qu'en fait, d'autres acteurs pourraient le faire, mais c'est d'être la case de résonance qui va dire à la France, aux Français, en fait, et à la presse, regardez de quoi on a été la victime et la cible, faites attention, en gros. Et je pense qu'ils ont essentiellement un rôle, enfin, je ne suis pas sûr que ce soit comme ça qu'eux se voient, mais je pense, moi, à titre personnel, de la façon de les voir travailler, leur véritable rôle, c'est pas de détecter, d'identifier les campagnes, mais c'est de les faire connaître au public, en fait, pour que les gens aient une prise de conscience sur ce sujet-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une vraie naïveté française. Voilà, ça fait 10 ans qu'on nous rabâche les oreilles sur les trolls russes et les bots russes, etc. Mais en réalité, j'ai l'impression que le sujet est quand même pas beaucoup rentré et que les gens se disent oui, mais bon, ça concerne 2-3 sujets. Non, là en fait, ce serait que les trolls russes et les bots russes. C'est ça. Et eux prouvent en fait que non. Et du coup, leur rôle sur ça est, à mon avis, essentiel. Mais leur rôle n'est que de faire ça en réalité. C'est-à-dire, effectivement, c'est pas d'aller lancer des contre-campagnes. C'est surtout, de les détecter, de les identifier, d'enquêter sur ça. Et surtout, comme je dis, d'en faire la publicité au sens de le faire connaître et de sensibiliser. Et ça, honnêtement, ils le font très bien. Ensuite, il y a un deuxième point qui est, là pour le coup, je ne pense pas que ce soit notre rôle de juger ce qu'on fait ou ce qu'on fait mal en France, mais je pense qu'il faut être toujours prudent sur les sujets d'influence, notamment offensive, parce que par définition, l'influence, on l'a dit, c'est faire passer quelqu'un ou une population d'un état A à un état B, sans contrainte, et donc très souvent de manière soit discrète, soit secrète. Donc par définition, une bonne campagne d'influence, tu ne sais pas qu'elle a eu lieu. Bien sûr. Alors, c'est peut-être ce qu'on dit pour se cacher derrière le fait qu'on ne fait rien du tout, peut-être aussi, mais je pense que par définition, il y a forcément des choses qu'on fait en France dont on n'a pas conscience, ni vous, ni nous, et bien sûr, en fait, quasiment personne, sauf les donneurs d'ordre. Donc ça, on va dire, c'est plutôt bon signe qu'on ne le sache pas, ça veut dire qu'on fait les choses de manière efficace, mais pour le coup, pour rentrer un peu dans le concret, c'est quand même assez vrai qu'on n'a pas trop cette culture de l'influence offensive, qu'elle soit digitale ou non, et je pense que c'est un vrai problème peut-être éthique ou de culture peut-être de culture pour le coup très française, un peu la loyauté chevaleresque, comme à Azincourt où en fait on va charger comme des chevaliers. Ce serait déloyal. Et on se fait, voilà, c'est qu'on a un peu ce sujet-là, je pense, et aussi ce problème de posture qui est qu'on est quand même une démocratie, énormément d'avantages, 95% d'avantages, mais il y a 5% d'inconvénients peut-être avec des démocraties, c'est que des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire et qu'on ne fera jamais, probablement, ou qu'on fera que si on est vraiment poussé à le faire par des circonstances un peu dramatiques. Et notamment l'influence en fait partie, c'est que on a du mal à se positionner comme étant des personnes qui vont pousser un discours, parce que ça implique déjà, de l'assumer, ce qui n'est pas toujours facile, ça implique quand même de se positionner, ça veut dire, ok, on est une force qui intervient au Sahel par exemple pendant Barkhane, et on assume de faire ça, et on assume les raisons pour lesquelles on le fait, et on est prêt à se défendre des raisons pour lesquelles on le fait, voire on est prêt dans certains cas à aller un peu au-delà de juste donner les raisons,
et à peut-être tordre un peu la vérité sans rentrer dans le mensonge, mais en fait à parler que de ce qui nous convient et peut-être d'omettre ce qui nous serait défavorable. Et ça déjà c'est un problème de posture, parce que ça nous expose aux critiques. Et je pense que l'appareil législatif, l'appareil administratif, l'appareil militaire même français a un gros problème avec ça, c'est qu'on se sent souvent acculé, principalement par des forces venues de l'intérieur, à savoir on a peur d'être critiqué pour ce genre d'action, ce qui est logique et légitime, c'est pas à nous de dire qu'il faudrait faire autrement. Mais voilà, je pense qu'il y a ce problème de posture et de problème d'éthique qui fait qu'on a beaucoup de mal à entrer dans de l'offensif, alors qu'en fait, je pense que paradoxalement, les Français l'accepteraient assez bien. Je prends un exemple très concret. L'Azerbaïdjan, on parle beaucoup de la Russie évidemment dans les puissances menaçantes, ou de la Chine, peut-être, voilà, ce type de pays. Mais l'Azerbaïdjan fait aussi partie des pays où, je ne vais pas dire qu'ils sont évidemment pas ennemis de la France, mais ils ont une posture aujourd'hui assez hostile à la France. D'ailleurs, la France l'observe et alerte beaucoup sur ça, publiquement. Je veux dire, c'est pas un secret. Je pense que les Français en ont conscience de plus en plus. Et les Français n'auraient pas grand-chose à dire si demain, en fait, la France lançait 2-3 campagnes pour aller un peu titiller l'Azerbaïdjan, sans rentrer évidemment dans une guerre, c'est pas l'objectif, mais juste un peu pour aller titiller l'Azerbaïdjan et pointer du doigt aux yeux de d'autres partenaires en Europe qu'en fait, c'est pas forcément un pays qui est toujours très favorable à nos intérêts. Voilà. C'est pas à nous de définir ce que devrait être la doctrine d'un point de vue offensif, mais voilà, c'est quand même assez vrai que la France n'est pas le pays le plus offensif sur ça. Et tu citais différents pays européens qui pourraient avoir des postures un peu différentes. Par exemple, l'Allemagne, je sais que par exemple, au sein de l'Union européenne, il y a des campagnes d'influence faites par l'Allemagne. La Suède aussi, ont leur cabinet de psychological defense. Le Royaume-Uni aussi, c'est pour ça en fait que... Je pense qu'ils ont paradoxalement des visions, même qui restent... Alors, sur la diplomatie économique, la diplomatie culturelle, la diplomatie publique, l'Allemagne effectivement au sein de l'UE très puissante, plus sur des sujets, on va dire, encore une fois, de diplomatie culturelle, de diplomatie économique, etc. Et ils arrivent du coup à imposer leurs intérêts. Et d'ailleurs, moi, pour le coup, j'ai pas grand chose à leur reprocher, à la limite qu'on fasse pareil et après on verra qui est le meilleur, mais pour l'instant on le fait pas trop. Mais tu as cité aussi donc le Royaume-Uni. Eux pour le coup ont une vision très défensive comme la France, peut-être mieux que la France sur le plan défensif, mais ils restent quand même dans des postures très défensives, c'est-à-dire sauf exception ou sauf si beaucoup de choses que j'ignore, ce qui est aussi possible. Ils n'ont pas vraiment d'unité très offensive. Et la Suède dont tu as parlé aussi, ils ont effectivement leur agence de défense psychologique, ce qui est un concept assez intéressant, c'est l'idée de dire qu'il y a la défense nationale du territoire, de la population, des infrastructures critiques, du cyber, etc., mais aussi la défense d'un espace cognitif commun à l'ensemble de la population, qui devrait être préservé d'influence ou d'ingérence extérieure. Et ce concept-là, en réalité, vient de... Enfin, ça ne date pas d'aujourd'hui, grosso modo, c'est pas très récent, c'est pas apparu avec les réseaux sociaux. Ça vient du fait que la Suède s'est toujours perçue comme étant un pays un peu phare dans l'espace scandinave, mer Baltique, mer du Nord, etc., et qui du coup pouvait être ciblé par des influences, notamment évidemment communistes et soviétiques à l'époque, et que du coup ils se sont dit, ok, comment on fait pour rester un pays souverain sur ce plan-là, sans subir une révolution intérieure qui aurait pu être poussée par l'extérieur. Donc ils ont mis en place cette agence-là qui est pas très innovante dans les faits, mais qui en fait est assez intéressante parce qu'elle est dans une espèce de renaissance aujourd'hui, et elle sert de modèle à beaucoup de gens qui s'interrogent sur les idées de résilience informationnelle. Mais pour être 100% transparent, le seul pays occidental qui a une vraie posture offensive sur les sujets d'influence, je pense que c'est les États-Unis, comme souvent. Ouais. C'est eux qui ont créé des doctrines, créé des textes, créé des textes d'entraînement même pour leurs forces armées ou pour des forces civiles. Ils ont des unités au sein évidemment de l'armée, au sein des Special Forces, au sein de la CIA, etc., qui sont chargés de faire ça. Alors il ne faut pas rentrer dans l'idée un peu complotiste de oui, tout est une psyops ou tout un machin, c'est assez faux. En réalité, les psyops dont on parle souvent sont principalement au niveau tactique, ça veut dire c'est sur des sujets, voilà, on va engager des forces dans tel coin d'Afghanistan, faisons en sorte que la population nous accepte plutôt bien, ou faisons en sorte que l'adversaire soit démoralisé avant qu'on arrive. C'est vraiment, les psyops, souvent c'est ça. Ce qui n'empêche pas d'avoir des campagnes de communication stratégiques, des fois sur des années. On en a quelques exemples dans l'histoire qui sont intéressants. Mais voilà, il ne faut pas commencer à fantasmer le fait qu'il y a des Américains dans des cabinets occultes qui tirent les ficelles. C'est quand même assez marginal. Mais eux, pour le coup, ont une vision offensive qui est logique. C'est que c'est un pays qui a une vocation, sans leur en faire offense, on va dire, hégémonique. Et pour ça, ils ont besoin d'imposer leur narratif et leur discours sur plein de sujets. Forcément. Ils ont besoin, quand ils vont, comme très récemment, bombarder l'Iran, ils ont besoin que le monde entier comprenne pourquoi ils l'ont fait, ou à défaut, comment leurs alliés comprennent et ne leur reprochent pas ça. Donc pour ça, il faut pouvoir exercer une influence sur ces pays-là, sur les médias de ces pays, pour justifier leurs actions. Tu as parlé de doctrine, justement, c'est intéressant que les États-Unis ont fondé plusieurs doctrines, notamment d'intelligence économique. Aujourd'hui, en Europe, on voit que du coup, il y a des agences, des pays qui ont du mal à fonder des agences, notamment la France, par exemple, qui a du mal avec l'intelligence économique offensive. Et pourtant,
je prends des grosses pincettes en disant ça, on a une aubaine, c'est-à-dire la guerre qui est aux portes de l'Europe, avec ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, où vous travaillez du coup avec Stratéon. Et justement, ça pourrait être une aubaine pour nous afin de développer nos doctrines d'intelligence économique en France. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui ce que vous dites, un exemple concret d'utilisation de l'intelligence économique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la guerre en Ukraine sous l'angle du conflit militaire, ce qui est normal depuis 3 ans. Mais qu'en est-il du volet économique, surtout des implications pour les entreprises, notamment françaises, avec lesquelles vous travaillez ? Je pense que... Pardon, je me rapproche. Je pense que déjà, je ne sais pas si on peut vraiment parler, entre guillemets, d'une aubaine sur ce conflit-là, mais ce qui est certain, c'est que ça ouvre une fenêtre d'opportunité. Alors là, on va vraiment sortir de l'aspect et militaire et humanitaire du conflit, qui sont évidemment dramatiques, mais ça ouvre effectivement une fenêtre d'opportunité qui est que ce pays-là, qui était entre deux eaux, on va le dire tel quel, sans rentrer dans des très longues démonstrations sur l'histoire de l'Ukraine récente et ancienne, qui était entre deux eaux, ça veut dire écartelé entre l'influence russe et l'influence, on va dire, européenne et américaine, et aujourd'hui clairement raccroché au bloc européen, pour le meilleur, peut-être aussi pour le pire certains aspects, mais en tout cas voilà, ils ont cette vocation de se raccrocher au bloc européen. Ils vont le faire, ils ont réussi, quoi qu'on dise beaucoup. L'Ukraine gagnera la guerre en cours, peut-être pas militairement sur certains aspects, ils vont peut-être devoir faire des concessions, mais ils sont amenés à la gagner dans la mesure où la nation ukrainienne devient indiscutable. Ça veut dire que les Ukrainiens se sentent ukrainiens, tous, y compris ceux qui pouvaient parler russe ou qui pouvaient être, pour certains, un peu pro-russes à une époque. Mais aujourd'hui, tous se sentent ukrainiens. Donc le sentiment national est né et il est indestructible, concrètement. Et surtout, ils ont gagné leur place au sein de l'Union européenne, ça sur le long terme, et au sein de l'Europe au sens large, dans la mesure où aujourd'hui, voilà, tout le monde sait placer l'Ukraine sur une carte, ce qui n'était pas encore le cas. On travaille sur la zone depuis un moment. Quand on disait à des amis en 2019-2020 encore, oui, je vais passer quelques jours à Kherson, j'ai passé du temps à Odessa. Les gens, Odessa sur une carte, c'était compliqué. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui tout le monde s'est placé Odessa sur une carte, mais concrètement, les gens savent où est l'Ukraine. Ouais. Alors qu'avant, l'Ukraine, enfin moi, pour l'avoir fait le test avec des amis quand j'étais étudiant, mais ils plaçaient l'Ukraine au centre de la Russie, quoi. Ouais. Ou ils plaçaient l'Ukraine à la place de la Serbie ou de la Grèce. Enfin, il y avait quand même voilà. Donc il y avait quand même un vrai problème même de perception de ce qu'était l'Ukraine et de où c'était. Aujourd'hui, les gens ont conscience de ce que c'est. Donc c'est pour ça qu'on dit et qu'on le répète d'ailleurs, quoi qu'on en dise, l'Ukraine a gagné la guerre dans ce sens-là, dans le sens où elle est devenue indiscutablement européenne et indiscutablement ukrainienne. Ça veut dire que ce pays existera, sans doute avec des changements territoriaux, mais il sera là. Et l'aubaine du coup pour nous Français, c'est que la France a souvent misé, alors on va pas faire un cours de géopolitique, a souvent misé sur la Russie au cours de son histoire pour un peu coincer, comme dans un sandwich, l'Allemagne et le bloc allemand au milieu de l'Europe, avec d'un côté les Français et de l'autre nos alliés russes. C'était un peu la vision souvent qu'ont eu les Français dans l'histoire. Aujourd'hui, je pense que pour plein de raisons, ça sera très compliqué de le faire, parce qu'évidemment la Russie est devenue un adversaire géopolitique. Peut-être que ça changera sur le moyen terme, et peut-être qu'on peut le souhaiter ou pas. Mais aujourd'hui, de toute façon, cette question ne se pose plus. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'Ukraine devient un partenaire potentiel sur beaucoup de sujets. C'est une puissance industrielle assez exceptionnelle. Ils ont des programmes spatiaux, pas au sens où ils vont dans l'espace, mais ils ont des programmes avec des ingénieurs sur le spatial, ils ont des programmes avec des ingénieurs sur l'armement, c'est des producteurs d'avions, de chars, de machines-outils, de beaucoup de choses. Ils ont des ressources, ils ont une capacité agricole qui est assez exceptionnelle. Voilà, ils ont des vraies élites intellectuelles en termes d'ingénierie, en termes de plein de choses. Et c'est un pays qui a une force de travail, c'est un pays qui a, il faut le dire, et c'est aussi d'un point de vue purement économique sur le long terme, un vrai avantage. C'est un pays qui, même au sein de l'Union européenne, conserve des loyers et un coût de la main-d'œuvre qui est assez faible, qui peut être assez proche de celui que pouvait être celui des pays tchèques ou baltes ou de la Hongrie il y a encore 20 ans. Donc c'est potentiellement un pays qui évidemment va avoir un effet de rattrapage sur le moyen et le long terme, mais qui en fait, avec des coûts assez faibles de main-d'œuvre, peuvent produire des choses qui sont d'une extrême qualité, avec en plus un peuple qui est européen, donc il est quand même facile assez de travailler avec les Ukrainiens. Alors on peut leur reprocher des fois des petits détails de ponctualité, de choses, mais ça c'est à la limite c'est le cas avec tous les pays et tous les peuples à des différences culturelles. Mais ça reste plus facile, je pense, quand même, pour des Français et des Européens, de travailler avec des équipes ukrainiennes que de travailler avec, évidemment, des Sud-Coréens ou des Chinois ou des Japonais ou des Mexicains, par exemple, pour les États-Unis. Parce qu'en fait, il y a quand même une dimension culturelle qui fait qu'on est très proche de ce peuple. Et tout ça pour arriver à ce point principal qui est que l'Ukraine présente un intérêt stratégique sur le positionnement qu'aura la France dans l'Union européenne, parce que ça peut être pour nous un partenaire de production sur beaucoup de sujets. C'est un pays qui va avoir un rôle stratégique de facto, puisqu'il va être positionné directement sur le Limès, donc sur la frontière orientale de l'Europe, directement positionné face à la Russie, avec, pour le coup c'est un peu tôt pour le dire, on ne sait pas quel sera l'avenir sur le long terme, mais même si les relations sont amenées à se détendre sur les 10 prochaines années,
ça reste quand même assez dur à croire qu'on va normaliser les relations avec la Russie immédiatement. Donc c'est un pays qui est situé immédiatement sur là où pourrait avoir un prochain conflit, même si même si on ne le souhaite pas. Pour l'ensemble de ces raisons, pour nous, l'Ukraine est un État sur lequel la France devrait parier, sur lequel elle a déjà parié en réalité. Les gens s'imaginent que on a un positionnement opportuniste sur l'Ukraine, machin, etc. En réalité, c'est assez faux. La France, avant même le conflit, était le premier employeur étranger en Ukraine. Quand vous êtes à Kiev, quand vous êtes dans beaucoup de grandes villes ukrainiennes ou même dans les petites villes, vous avez des banques françaises partout, avec des logos écrits en français, des logos français et du coup des noms en cyrillique, en ukrainien partout. Vous avez une vraie francophilie des Ukrainiens sur beaucoup de sujets. Vous avez des pôles, donc les boulangeries, pour pas les citer, c'est pas sponsorisé, mais vous avez des boulangeries pôles à Kiev, alors dans d'autres villes aussi. Donc c'est un vrai pays où il y a déjà une présence française d'assez longue date. Dans tous les secteurs. Et dans tous les secteurs. Et donc les Français se sont bien positionnés, bien plus que certains pays, alors que géographiquement on est quand même situé assez loin. Mais voilà, c'est un pays qui nous semble, nous, assez pertinent et assez intéressant. Et peut-être, même si on oublie tout ce qu'on vient de dire à ce sujet, à savoir le côté défense, le côté géographique, etc., la meilleure raison de devoir aller en Ukraine, c'est qu'il y a une fenêtre d'opportunité, un momentum, comme on dit nous, à savoir que c'est un pays, on l'a dit, qui était un peu tiraillé entre deux eaux. Aujourd'hui qui est, on va dire, mis à plat. Il y a une espèce de table rase en Ukraine du fait de ce conflit en cours, qui fait qu'en fait tout est possible. Ça veut dire que, entre guillemets, c'est un peu comme peut-être le post-1991 quand l'URSS s'est disloqué. Tous les pays étaient un peu en train de savoir de quel côté fallait tomber. Et celui qui vient à ce moment-là et qui propose au peuple de ce pays-là et qui leur dit voilà ce qu'on vous propose, marchez avec nous et on peut faire quelque chose à deux, en fait il aura entre guillemets tous les lauriers. Évidemment, sans nier bien sûr l'indépendance de ce pays-là, qu'il a acquis, on le sait à quel point durement. Mais il y a un vrai sujet, un vrai enjeu sur l'Ukraine, parce que pour nous, si la France aide l'Ukraine, si la France se positionne là-bas, si les industries françaises y vont aussi, je pense qu'on peut faire une alliance, mais qui sera stratosphérique. Je le dis comme ça. Alors après, on n'est évidemment pas objectif, même si de base, si on est parti nous sur le théâtre ukrainien, c'est qu'on croit dans le potentiel de ce pays, puis on croit aussi dans nos relations futures. Mais voilà, pour nous, c'est probablement le pays qui est le plus sous-estimé dans l'Union européenne. C'est un pays qui est gigantesque. L'Ukraine continentale, c'est la taille de la France. Et la France, c'est de base le pays le plus grand de l'Union européenne. Donc c'est vraiment un pays qui est exceptionnel. On a des anecdotes entières aussi de... Les gens ne se représentent pas ce que c'est un pays industriel. Je pense qu'on en parle souvent avec Aram, je peux te les en parler, mais sur le fait que nous, les Français, on s'est habitué à cette idée on a un pays désindustrialisé, on n'a plus d'usines, dès qu'on voit des usines avec des cheminées. On a une à Paris qu'on voit au loin. Vers le Grenelle. 13e. Et dès que tu vois une cheminée en France avec un peu de fumée, tu te dis ah ouais, c'est une zone industrielle machin, et puis la zone en fait elle fait 300 mètres sur 150 mètres. Quand tu es en Ukraine, des fois tu es sur l'autoroute ou sur une route de campagne et tu vas longer pendant 10 km la même usine, et avec 50 chevaux. J'exagère un peu, je suis un peu marseillais là, tu as vraiment tu sens la puissance industrielle du pays, qui évidemment je l'invente pas, ça vient de leur passé évidemment soviétique et communiste. C'est qu'ils ont une force d'industrialisation avec une spécialisation sur certains sujets intéressants, mais c'est vraiment un pays où tu sens qu'il y a une force industrielle, et c'est peut-être en fait un détail, mais le plus important dans cette capacité à avoir une industrie lourde et efficace, c'est que pour avoir des ingénieurs, pour avoir des ouvriers, il faut avoir des écoles pour les former. Et c'est ça la vraie clé en fait en Ukraine, et c'est ça peut-être qui est intéressant au-delà des usines, c'est que puisqu'ils ont ces usines-là, ça implique qu'ils aient la main-d'œuvre et qu'ils aient les écoles qui aient formé ces élites-là, qui sont capables de faire marcher une machine, qui sont capables de créer une moissonneuse-batteuse, qui sont capables de gérer une exploitation de dizaines de milliers d'hectares. Et en fait, c'est ce potentiel-là qu'il faut voir. C'est pas les usines, parce que les usines, elles sont parfois vieillissantes, parfois rouillées, mais c'est cette capacité à avoir un peuple entier qui n'a pas fait cette espèce de virage de désindustrialisation et qui du coup est encore capable de produire, qui est encore capable de créer des choses, ce qui est aujourd'hui quelque chose qu'en Europe quand même on a grandement oublié, même s'il y a évidemment plein de nuances. Et comme tu le dis, de former des ingénieurs avec des écoles polytechniques du coup sur tout le spectre de l'ingénierie, qui sont de très bonne qualité et qui est en mesure de fournir du coup à ces usines et à ces entreprises les ingénieurs qui leur permettront ensuite d'innover, de construire et de produire dans le futur. Et ce qu'il faut voir aussi, et je termine juste sur ça, c'est que je pense que, je dis pas que c'est la raison qui fait qu'on doit y aller, mais parce que vous donnez plein de raisons objectives et positives d'y aller, mais peut-être la dernière raison que les Français doivent entendre sur ça, c'est que si c'est pas nous qui créons une alliance avec ce pays-là et qui créons des partenariats et qui créons des choses avec eux, c'est d'autres pays qui le feront. Et évidemment, les deux premiers en tête, on va dire les trois premiers en tête auxquels on peut penser, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, pardon.
qui sont des pays qui, du coup, eux, vont en profiter. L'Allemagne a souvent dépendait beaucoup de sa capacité à produire à pas cher de l'industrie via la République tchèque, via la Hongrie, via la Slovénie, la Pologne, etc. Aujourd'hui, ces pays-là, si vous êtes allé régulièrement dans ces pays un peu d'Europe centrale, on a quasiment le même niveau de vie que la République tchèque. C'est-à-dire que la République tchèque, aujourd'hui, a un PIB par habitant qui est assez élevé. Donc l'Allemagne ne peut plus produire à bas coût dans ces pays-là. Leur prochaine usine et leur prochain lieu de production pour exporter leur industrie à pas cher, ça sera l'Ukraine. Et ils vont arroser le marché européen et le marché mondial avec les produits qui seront faits par les ingénieurs allemands et créés en Ukraine à bas coût. Et ce que j'essaie de dire là, c'est que d'un point de vue de la souveraineté industrielle française, c'est aussi pour nous une chance potentielle de se réindustrialiser. Alors, pas de le faire au sens où on va forcément produire en France, même s'il y a des projets, on peut aussi en parler, qui sont intéressants avec des coproductions franco-ukrainiennes, mais en fait, d'avoir à nouveau des entreprises françaises qui produisent en Europe, ce qui est déjà un grand plus, au lieu de le faire en Chine, qui produisent en Europe et qui peuvent vendre au monde entier parce qu'on a des ingénieurs français qui produisent. Et, voilà. Et si ce n'est pas la France qui le fait, c'est des concurrents ou des alliés qui le feront. Et ça, je pense que c'est ce qu'on veut éviter absolument. Et nous, on le voit, et je pense qu'on a des dizaines d'exemples, on pourrait en faire un livre entier, de réunions où on est en Ukraine et où on est les seuls Français autour de la table, même s'il y a quelques Français qui commencent à se positionner, bien sûr, hein, et on les salue et ils se reconnaissent. Les seules entreprises françaises, il faut le préciser. Mais voilà, c'est ça. Et par contre, tu vas une après-midi à l'hôtel Intercontinental, qui est un peu le lieu de rencontre de tout le monde à Kiev. Tu vois des délégations entières de Turcs, d'Américains, quelquefois des Allemands, des Danois, des Japonais, et il y a tout sauf des Français. Et alors, encore une fois, je l'ai dit, il y en a quelques-uns qui y sont, il y en a de plus en plus, et ils se reconnaîtront. Mais malgré tout, je pense que la France doit prendre sa part. Et quand je dis prendre sa part, on sort du pur sujet militaire, diplomatique, etc. Je dis vraiment au sens où, à la limite, je pense que les Ukrainiens sont prêts à tolérer le fait qu'on leur file pas des Rafales ou des Césars en plus ou quoi que ce soit. Si par contre, on est là pour les aider sur leur reconstruction et investir sur leur modernisation, parce qu'il y a deux grands sujets en Ukraine, en réalité, c'est celui évidemment de la reconstruction, qui est un peu le truc le plus immédiat et où il faut aider les populations. Mais il y a aussi, et ça c'est le sujet qui était déjà prégnant avant la guerre, celui de la modernisation, parce que c'est un pays qui a besoin d'être modernisé sur plein d'aspects. Et la France, si on est là pour ça, à défaut d'avoir été là toujours sur l'aide militaire comme on aurait dû, je pense qu'ils seront encore plus reconnaissants que si on leur avait filé 10 canons de plus. Même si évidemment l'urgence aujourd'hui c'est de gagner la guerre. Mais sur le long terme, ce qu'ils ont besoin c'est de partenaires solides. Et inversement, nous ce qu'on a besoin c'est d'un partenaire solide, travailleur et qui est prêt à aller loin avec nous. Et nous on y croit sincèrement. Peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'on est idéaliste. Possible, c'est on va dire l'apanage de la jeunesse. Mais selon nous, il y a vraiment une fenêtre d'opportunité. Et c'est la première fois dans l'histoire récente de la France où quelque chose comme ça se produit. La Yougoslavie, on est passé à côté. La chute du bloc soviétique, on est grandement passé aussi à côté. Et on a raté 2 étapes. Nous, on dit aux Français, purée, il serait peut-être temps sur cette 3e étape. On a enfin un pays qui se libéralise, un pays qui s'ouvre, un pays qui est prêt à se raccrocher, qui est francophile, ce qui est quand même pas négligeable. Allons-y, quoi. La prochaine étape, je vous le dis, ça sera soit le changement de régime de la Biélorussie, mais qui est un pays qui est indiscutablement différent de l'Ukraine et qui n'a pas l'air d'être trop prêt à s'ouvrir pour le moment, même si on peut aussi le souhaiter. La Biélorussie qui changerait, mais bon, c'est un pays, encore une fois, je crois que... ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les données sur la Biélorussie, mais ça doit être 6 millions d'habitants, donc c'est quand même pas le même pays que l'Ukraine, il n'y a pas d'accès à la mer, il y a peu d'industrie. Et l'autre étape potentielle, ça serait une réouverture ou un changement de régime en Russie. Mais on en est quand même très loin et on ne va pas parier sur ce sujet-là. Je pense qu'il faut un peu oublier ce sujet-là. Donc la dernière étape potentielle, la dernière opportunité potentielle pour la France de refaire quelque chose en Europe et de gagner de la souveraineté industrielle, c'est d'exploiter cette opportunité-là. Et non seulement ça nous servirait, nous, en tant que Français, mais d'un point de vue aussi, évidemment, humanitaire, éthique, humain, on aiderait un pays qui a besoin, pour le coup, d'aide à se relever un petit peu et qui est prêt à nous donner aussi notre part de récompense si on les aide au bon moment. Et ça, c'est peut-être le plus important. Aider au bon moment, je pense que c'est aussi le mot important. C'est que souvent, on le voit, alors, en Ukraine, on est quand même assez bien structuré. Il y a l'ambassade qui est toujours active à Kiev. On a une chambre du commerce et de l'industrie avec beaucoup d'entreprises adhérentes et de plus en plus d'entreprises adhérentes. Mais nous, ce qu'on constate avec Matt, c'est que les entreprises s'y rendent finalement assez peu. Et en fait, je pense que elles attendent finalement peut-être le déclic de il y aura un cessez-le-feu et c'est à ce moment-là qu'on va se positionner, etc. Mais les Ukrainiens, ils ne sont pas dupes et ils sauront reconnaître et valoriser les personnes qui étaient là avant et qui ont investi pour le pays avant un cessez-le-feu. Et c'est pour ça, et ça fait maintenant, je pense, plus d'1 an qu'on le dit, que c'est maintenant qu'il faut se positionner, il faut
entamer les démarches maintenant et pas attendre le cessez-le-feu et la fin du conflit. C'est ce qu'ils appellent la prime du pionnier, les Ukrainiens. Il y aura une prime, alors c'est une façon de parler, il n'y aura pas des valises de cash pour ceux qui étaient là avant évidemment, mais c'est une métaphore pour dire voilà, ceux qui étaient là avant que la guerre se termine auront l'avantage sur les autres. Et ce qu'ils veulent éviter en fait, c'est le phénomène un peu, comme on dit en France, les résistants de 46. Ouais. Ça veut dire voilà, les gens qui arrivent après et qui essayent de récolter tous les lauriers. Et c'est là où en fait on retombe, parce qu'on a fait un peu une digression sur l'Ukraine, notre activité, mais on retombe sur les sujets d'intelligence économique. C'est qu'à un moment donné, on n'est pas non plus naïf. On se doute bien que si les Français sont aussi frileux à y aller, c'est qu'ils ont aussi des bonnes raisons d'avoir peur d'y aller, à savoir, c'est quand même un pays qui est en guerre. Dans la presse, on nous montre des frappes de missiles tout le temps, parce que chaque fois qu'on parle de l'Ukraine, c'est pour des choses négatives. C'est un pays où on nous vend toujours la corruption, etc. Donc je comprends aussi que les Français aient des réticences à y aller. Et c'est là où l'intelligence économique, pour nous, est le cœur de notre activité, et aussi de d'autres cabinets qui sont sur place. Et pour nous, fondamental, c'est réduire l'incertitude, donner des réponses aux questions que les gens peuvent se poser et réduire le risque au sens le risque pur, à savoir la menace sécuritaire. Donc l'IE, elle sert vraiment en temps de guerre, c'est vraiment fondamental. L'IE, ça sert tout le temps et encore plus en temps de guerre, je dirais. Ça veut dire en temps de guerre, toutes les relations sont différentes. Les moindres décisions qui prenaient 3 semaines prennent une journée. Tout va plus vite et du coup, tout est à la fois plus simple et plus compliqué. Parce que si ça va vite si tu as les bons accès et que du coup tu veux faire un projet machin, on te ouvre tout de suite toutes les portes, et inversement si quelqu'un veut te bloquer, il aura beaucoup plus facilité à te bloquer sur un projet. Donc pour nous, l'intelligence économique sur un sujet comme ça, c'est simple. On a dit qu'il faut se positionner en Ukraine, ok, les gens sont convaincus d'y aller, ouais, mais bon, on a quand même un peu peur, la corruption, le risque, et l'intelligence économique vient à ce moment-là pour dire ok, il faut y aller maintenant. Il y a des risques, mais les risques, on peut les réduire, on peut les modérer, on peut les mitiger, comme on dit. Ça veut dire faire en sorte, un peu comme un mitigeur de robinet. On peut rajouter un peu d'eau froide dans l'eau chaude pour éviter que vous vous brûliez sur ce sujet-là. Et l'idée, c'est ça. C'est pas de dire il n'y a pas de risque, c'est pas de dire voilà, parce que s'il n'y avait pas de risque, tout le monde dirait, on est bien d'accord. S'il y avait un rendement assuré à 50% dans 3 ans, mais vous auriez le CAC 40 en entier à Kiev pour essayer de négocier les usines. Mais évidemment qu'il y a des risques, on n'est pas en train de le nier, mais les risques sont mitigables et les risques derrière proposent un retour sur investissement qui est, selon nous, largement justifié. Et par rapport à ces risques, vous avez un test un peu éclair pour repérer un peu une branche pourrie ou un partenaire un peu sous sanction? C'est la question à 1 million d'euros. Si on avait un outil magique, un bouton magique, hop, on met le nom et puis on peut voir tout de suite ce qui permet qui sont les pourris et qui sont les bons. On aimerait bien avoir ça, mais c'est là où l'intelligence économique est un vrai métier aussi. C'est qu'en fait, ça prend quand même du temps. Je prends un exemple très concret. On a eu un cas sur un screening. Donc un screening, c'est un client, grosso modo, vient vous voir et il vous dit voilà, on veut travailler avec ces personnes-là. Donc il vous donne 3-4 noms. Tu me fais leur environnement pour savoir, le criblage pour savoir si ces types-là sont fiables, est-ce qu'ils sont bons, machin, etc. Et là, le client a été bon. Le client nous donne le nom des 3 bonhommes à vérifier. Il me dit voilà, j'ai fait un premier test avec tel cabinet, je n'ai pas les citer. Et ils m'ont dit que c'était bon, c'est safe, c'est fiable, machin, mais bon, c'est quand même un gros projet, donc je fais travailler 3 cabinets en même temps pour voir à quel point on est bon. C'était pas que des cabinets français. Oui. Et nous, du coup, on se retrouve à récupérer le dossier, et alors, première étape, on pourrait se dire, c'est fiable, on va juste, on check rapidement, on regarde le dossier s'il n'y a pas des incohérences, et puis on prend notre billet sans trop s'embêter. On est quand même un peu, on a une éthique professionnelle, donc on refait le dossier de zéro sans regarder le dossier initial, en disant, ok, on le traite de zéro. Et effectivement, si tu regardais le dossier assez vite et que tu faisais des recherches, on va dire, simples, tu voyais pas de problème. Ça veut dire que tu voyais juste un truc où le mec, il y avait un mec problématique sur les 3, et tu voyais juste un mec qui était fiable, machin, un peu touchy sur certains sujets, comme souvent certains Ukrainiens peuvent l'être, avec des prises de participation un peu bizarres, mais rien de franchement, qui aurait été un red flag, comme on dit. Sauf que si tu poussais un peu plus loin avec 2 trucs, à savoir que tu remontais vraiment les sociétés, tu regardais un peu son historique de participation, etc., tu voyais que le type, il était 100% mouillé avec des sociétés russes, que tu pouvais pas voir dès le début. Et deuxième point, si tu ne faisais pas son environnement réputationnel en parlant à des gens sur place, c'est-à-dire si tu en train de regarder les réseaux sociaux et un peu ce qu'avait dit la presse, en fait, tu ne pouvais pas savoir que le type était maqué avec des syndicats un peu mafieux et qu'en fait, le type était une branche pourrie. Et c'est là où, pour nous, il y a une vraie plus-value sur le monde de l'IE, c'est il n'y a pas réellement de réponse simple. Évidemment qu'il y a plein d'outils et on est très fort sur ça. Pour ça, en France, d'avoir des outils où on prétend qu'on va mettre le nom et hop, ça vous sort un rapport tout bon, tout fait et c'est bon, il n'y a plus qu'à encaisser le chèque du client. Mais sur des pays, en plus comme l'Ukraine et même en France, pour nous, il faut vraiment aller plus loin. Et l'investigation, elle doit être sérieuse. C'est un vrai travail d'enquête où tu remontes des participations, tu as un fil rouge, tu cherches. Et en fait, je dirais presque, tout le monde a une part d'ombre.
Et le but d'une enquête, c'est de savoir quand on s'arrête pour aller trouver la part d'ombre. Mais si on nous laisse 1 an, on pourra trouver une part d'ombre sur n'importe qui, je dirais. Alors, je m'avance un peu, mais voilà un peu ce qu'il faut retenir. 1 an peut-être. En un an peut-être. Ouais. mais voilà un peu ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que c'est très dur de faire un test flash pour savoir qui est pourri, qui est pas pourri. Et il faut souvent aller un peu plus loin que ce qu'on observe. Et il faut avoir, après savoir les critères, évidemment, un contexte compliqué, tu vas peut-être avoir un degré supérieur ou alors inférieur de tolérance au risque. Mais en l'occurrence, voilà, c'est un exemple assez concret, celui que j'ai donné, sur le fait qu'une personne peut paraître fiable dès le début, et en fait, elle ne l'est pas. Et il y a aussi les cas inverses, des cas où en fait on nous dit on veut bosser avec lui, mais bon, on m'a dit que c'était vraiment une branche pourrie. À quel point c'est vrai. Et en fait, tu te rends compte que oui, si tu regardes la presse, juste la presse, le type il paraît vraiment noir de chez noir, machin, et pas bien du tout. Et en fait, si tu commences à te renseigner, tu te rends compte que le type il est. Évidemment, forcément, il n'y a jamais de fumée sans feu. Mais en fait, il s'est surtout pris une grosse campagne de dénigrement parce qu'il s'est mis des gens à dos. Et du coup, tu as 15 médias qui parlent de lui en mal. Alors qu'en fait, le type, il n'a jamais été ni condamné, il n'a pas de participation bizarre. Et juste, c'est un type qui s'est pris une campagne dans les dents. Et on a un exemple comme ça concret d'un partenaire qu'on a, nous, sur place, où on avait refusé de le rencontrer au début un petit peu parce qu'on craignait un petit peu, avec ce qu'on avait vu sur Internet, que le type soit vraiment un peu un pourri. Et en fait, en le rencontrant, on s'est rendu compte que le type s'est juste fait cibler par des campagnes d'influence, en l'occurrence, on parlait de ça, négatives, et qu'en fait, il est fiable et propre, quoi. Donc, et après, c'est surtout, nous, on permet du coup à une entreprise d'avoir toute connaissance de cause pour prendre cette décision. C'est OK, il y a eu de la fumée, OK, on a mal parlé sur cette personne. Maintenant, quel est le risk-reward tout à fait. pour m'associer avec lui, pour faire une joint venture avec lui, pour commencer un deal avec lui. Et je pense que du coup, l'IE, elle sert à ça. Elle sert aux entreprises, de manière générale, à prendre une décision. Et ce qui est particulier, du coup, sur un temps de guerre, c'est que c'est très difficile de prendre du recul. De prendre de la hauteur. Effectivement, on va avoir les mêmes réflexes que lorsqu'on va traiter une mission qui va être dans le monde occidental, en Europe de l'Ouest, où on va se dire, dans 99,9% des cas, on va rien trouver. Si on fait un screening d'un mois, un an, je sais pas. Alors que, en fait, sur l'Ukraine, il faut quand même prendre plus de précautions. Peut-être que ce ne sera pas 99,99% des cas, mais 99,9%, où il y aura des problèmes, où il n'y aura pas de problème, pardon. Mais voilà, donc en fait, je pense qu'il faut vraiment prendre du recul, prendre de la hauteur et prendre le temps, nous, pour aider des entreprises à prendre des décisions. Je pense que tu as dit l'élément peut-être le plus important qui permet de mettre la limite. On parlait de l'influence, les différentes strates. Un peu aussi pareil en monde d'intelligence économique, des fois on ne sait pas trop dans quoi on se situe et les gens par exemple vont confondre l'intelligence économique avec la compliance, la due diligence simple, etc. C'est vraiment des milieux qui sont quand même très différents. La compliance, savoir par exemple, s'assurer que le type avec qui on va bosser, il n'est pas sous sanction. Pour moi, c'est pas de l'intelligence économique au sens où en fait c'est un devoir alors je sais plus comment ça s'appelle, le devoir de résultat vs devoir obligation de résultat versus obligation de moyens. Voilà, obligation de moyens, obligation de résultat. C'est que la compliance, c'est ça. En fait, c'est les boîtes, elles ont une obligation de moyens. Ça veut dire elles doivent absolument pouvoir prouver qu'elles ont fait les vérifications et que le type, c'est pas une branche pourrie. Mais en fait, c'est juste une case à cocher. Ça veut dire que quasiment, elles se moquent un peu de savoir ce qu'elles vont découvrir ou pas. Juste, il faut qu'elles puissent prouver qu'elles l'ont fait. L'intelligence économique, c'est quand même un monde très différent. C'est même titre qu'un peu le monde du renseignement étatique. C'est un monde où, en fait, on a un client ou un donneur d'ordre dans le monde évidemment étatique, qui a un besoin de prendre une décision, ça veut dire il doit prendre une décision stratégique ou pas, des fois c'est des décisions assez simples, et il lui manque des informations pour prendre sa décision. Ça veut dire que là vous n'avez pas une obligation de moyens, dans les faits, le type doit prendre une décision et vous allez devoir l'aider à la prendre. Donc il y a quand même un vrai enjeu. C'est pas juste on coche une case pour prendre une décision. C'est vraiment, en fait, le type il vous demande ok, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Enfin, vous avez quand même des vraies conséquences. Je prends un exemple très concret pour que vous compreniez bien quand même de quoi on parle. On a eu de la chance, on travaille en Ukraine depuis 2019. On va dire, on y est implanté, on va dire, à temps plein, au sens où on fait que ça depuis le 5 mars 2022. Donc on est quand même quasiment au tout début de la guerre. La guerre commence 22-24 février 2022. Donc on est les quelques jours après. On a géré au tout début du conflit, comme beaucoup de boîtes qui sont mises à disposition de l'Ukraine, beaucoup de boîtes de sûreté aussi. On gérait des safe corridors, ça veut dire on aidait des populations qui étaient dans l'est du pays à rentrer vers l'ouest, à rentrer vers Kiev et à rentrer ensuite vers l'Europe. Et là, vous aviez concrètement, on bossait avec des humanitaires et on devait leur donner, en temps quasi réel, quel était l'itinéraire safe ou non. Ça veut dire, est-ce qu'on a 5000 personnes avec nous là, est-ce qu'on peut emprunter ce chemin-là aujourd'hui sur les 25 km qu'on va faire dans la journée ou pas. Est-ce qu'on peut passer par cet endroit-là, est-ce qu'il y a un risque, il y a un bombardement. Là, vous voyez bien qu'il n'y a pas juste une cage à cocher en mode « Ouais, j'ai fait le check en OSINT, c'est bon, t'inquiète, c'est safe ». Non, là, c'est une vraie décision. C'est une autre échelle. Ouais.
le type, si tu donnes une mauvaise info et que en fait l'endroit où il passe après ça se fait bombarder, ou inversement, ça s'est déjà fait bombarder, donc en fait le pont qu'il devait emprunter, il n'y a plus de pont, il arrive avec ses 5000 bonhommes en bagnole. Ouais, ils ont perdu 2 jours. Voilà, bah, tu as quand même une vraie décision à prendre. Donc là, c'est le cas extrême, évidemment, c'est exceptionnel dans ce qu'on fait d'avoir ce genre de cas-là, mais c'est quand même un cas très concret. C'est que l'information que tu vas collecter, que tu structures, que tu analyses pour permettre à la personne de prendre une décision, c'est vraiment ça l'objectif. On ne se commande pas d'aller chercher de l'info pour dire on a coché la case, c'est on va chercher l'information. Comme j'ai dit, on la structure, on l'analyse, et de l'analyse, on dit à la personne, bah, go ou no go. Alors après, il le fait ou il le fait pas. C'est-à-dire que même si nous, on lui dit go, il peut faire un no go, ça veut dire qu'il peut ne pas y aller. Mais nous, on prend une vraie décision et on a une vraie prise de position. On émet un avis. On a un homologue, une personne avec qui on travaille, qui est un bonhomme qui a beaucoup d'expérience dans ce secteur-là, et qui dit souvent, ce qu'il faut éviter absolument, c'est l'eau tiède. Ça veut dire, en gros, c'est éviter de... le type, il sait pas trop ce qu'il fait, et on lui rajoute encore de l'eau tiède dans son eau tiède. Ça veut dire, ni oui ni non, oui allez-y, non peut-être pas. Donc, nous, on prend le parti dès qu'on le fait. Alors, certains font pas ça, hein, mais c'est de vraiment dire, en avant ou pas en avant, quoi. Ouais. Et c'est une vraie prise de position qui nous mouille aussi. Ça veut dire que si en fait on s'est trompé, si ça rate, c'est ça rate, voilà. Ouais. Mais au moins voilà, on est très clair et le client il a de quoi prendre une décision. Et c'est pour ça que voilà, je tenais à revenir sur cette distinction entre le monde, on va dire, de la compliance corporate, etc., et le monde d'intelligence économique consiste vraiment à aller chercher une information qui a une vraie valeur pour un processus de décision, quoi. C'est valoriser l'information, je pense, pour résumer. C'est ça. La collecter, la valoriser, l'analyser et la diffuser. Ouais. C'est ni plus ni moins que le cycle. Voilà. Ça fait environ 6 ans que du coup vous êtes en Ukraine. En tout cas, vous travaillez sur le terrain ukrainien. Ça fait 1 an, je crois qu'à peu près votre boîte a été créée. Ouais. Donc vous n'avez pas choisi le chemin classique, on va dire que la plupart des étudiants en intelligence économique ont pu prendre, c'est-à-dire rejoindre un cabinet de conseil ou alors le pôle intelligence économique d'une grande entreprise. Vous avez monté votre boîte, c'est un parcours, ça peut être semé d'embûches, mais c'est peut-être plus excitant que le cursus traditionnel, on va dire. Vous avez de l'expérience. Est-ce que du coup, avec cette expérience, vous pouvez nous donner des conseils pour des gens qui travaillent ou qui veulent travailler, on va dire, dans le monde d'intelligence économique et qui sont jeunes. Voilà, qui sont jeunes, bien sûr. Alors, on a beaucoup de conseils qu'on pourrait donner. On pourrait faire un podcast entier sur les conseils pour des gens qui veulent entreprendre tout court et des gens qui veulent entreprendre dans le monde de l'IE encore plus. C'est encore une niche dans la niche, on va dire. Le vrai sujet pour moi, et Aram est celui qui m'a permis d'avoir cette vision-là, donc il va pouvoir développer encore plus que moi, mais c'est l'idée de voir, avant même de vouloir lancer quelque chose, avant même de vouloir lancer sa boîte, son projet, son machin, c'est de se poser la question, ok, est-ce qu'il y a un marché ? Et est-ce que je suis le meilleur, ou l'un des meilleurs, ou en tout cas bien placé, pour répondre aux besoins sur ce marché-là ? J'ai expliqué très concrètement. Nous, au tout début de ce qu'on faisait en Ukraine, alors pas au tout début de la guerre en 2022, on s'est dit, ok, on a des moyens aux INT, on a notre capacité à collecter de l'info, etc. On est capable de faire un état des lieux du front à H+4 heures, c'est-à-dire on savait grosso modo à 4 heures près ce qui se passait, où étaient les unités différentes des deux camps, comment le front évoluait, etc. Et on avait vraiment une carte stratosphérique. Alors maintenant, il y a beaucoup de gens qui le font de nos INT et qui le font très bien aussi. Mais au début de la guerre, on avait vraiment cette capacité à avoir vraiment une vision très claire de ce qui se passait sur le front, et assez fine et beaucoup de granularité. Et on s'est dit, c'est trop bien ce qu'on fait. On va lancer un truc où on vend ça à tout le monde, voilà, pour les boîtes. Tout le monde sera intéressé par acheter une carte avec la moindre bataillon motorisé russe, savoir à quel kilomètre de tel village il est, à Kudrutivka ou je sais pas trop quoi. Et on s'est dit, c'est trop bien, on est trop fort, on va essayer de le vendre à des boîtes. La question... Et aussi notre entourage, c'est-à-dire toutes les personnes qui avaient lu disaient, ça va marcher, c'est sûr. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, les gars, votre truc il est exceptionnel. T'arrives à savoir telle compagnie de VDV où c'est calé, machin, avec quelle heure batte, machin. Et en fait, donc on allait voir des boîtes, on allait voir des ONG, des directions sûreté, machin. On leur a dit, voilà, on a ça. Et puis ils nous ont dit, les gars, c'est super, ça te va que vous êtes bon dans votre domaine, mais alors nous, savoir qu'il y a un bataillon mécanisé à tel endroit, mais on en a en fait rien à faire, les gars. Et c'est là que c'est un bon exemple, c'est une façon de dire, et du coup, évidemment, on a revu la façon de travailler, on a recentré ce qu'on faisait, ce qui n'empêche pas qu'on continue toujours à suivre le conflit de cette manière-là, mais on ne sait pas de le vendre, c'est la différence. C'est l'idée de se dire, ok, je suis peut-être bon sur un truc, typiquement, je suis peut-être trop fort pour traquer, je sais pas, les cryptos vénézuéliennes, ce que font les types avec les cryptos Venezuela, mais est-ce que dans le réseau que j'ai en France, il y a des mecs qui sont prêts à payer pour que je leur traite les cryptos du Venezuela. Au-delà de mon réseau, est-ce qu'il y a des personnes intéressées en France pour traiter les cryptos du Venezuela ? Et ça, c'est important, c'est de trouver un espèce de... je sais pas si les gens voient à la caméra, mais voilà, il y a l'idée d'avoir deux cercles qui se croisent. Le cercle avec ce que vous savez faire et où vous êtes très bon, et du coup, les gens peuvent payer pour ce que vous faites. Et le cercle avec le marché. Et il faut que ça se croise, ça veut dire il faut un truc où vous êtes bon et qui vous plaît. C'est ce qu'on recommande quand même, c'est de faire un truc passion. Nous, c'est notre passion. Mais évidemment, il faut que le marché existe. Et ça, c'est du coup... La recommandation très concrète, c'est ça, c'est avant de vouloir lancer un projet entrepreneurial, machin, etc.,
renseignez-vous. Je vous dis pas de faire une étude de marché en mode pestel, etc. Mais renseignez-vous un peu sur le terrain. Voilà. Est-ce que des gens peuvent acheter ce genre de choses? Typiquement, voilà, je veux lancer mon activité, être en freelance ou monter une petite boîte à 3 personnes et on fera de la due deal uniquement sur la Turquie ou de la due deal uniquement sur tel pays européen ou sur la Chine. Est-ce qu'il y a un marché? Typiquement, vous voulez faire le cabinet qui fera de la due deal que sur Chypre. Peut-être que ça peut marcher parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de paradis fiscaux. Vous voulez faire de la due deal que sur le Monténégro. Je pense que là, le marché, il est quand même très faible en France. Ouais. La Chine, par contre, ça peut marcher. Donc, réfléchissez à ça, Aram. Je sais pas si tu as des trucs à rajouter, mais c'est quand même toi qui a ramené beaucoup cette vision marché et de se décentrer de l'idée pour vraiment se concentrer sur le marché. Ouais. Et c'est ça qui est peut-être le plus important. C'est-à-dire que souvent, en fait, quand on lance une boîte, c'est la première erreur qu'on va faire. On va vouloir être... en fait, tout de suite... on a toujours un biais de penser que ce qu'on va faire, ça va marcher. Ouais. Et qu'on est exceptionnel et que notre idée, elle est exceptionnelle. Avec les proches qui nous le disent et tout. Bien sûr, tout le monde nous conforte. Et puis en plus, ce qui est assez drôle, c'est que même, nous, dans notre cas, les premières entreprises avec lesquelles on a parlé, elles ont dit c'est super, ok, on va en parler, présentez-nous, etc. Et en fait, c'est une perte de temps énorme. C'est-à-dire que nous, on a passé beaucoup de rendez-vous à discuter, à échanger. Et les mecs disaient, ouais, c'est vraiment super intéressant, les gars. Je pense qu'on pourrait acheter, ou on connaît des gens qui pourraient acheter. Et puis en fait, c'est une perte de temps parce que en un mois, je ne sais plus combien de temps a duré cette période, mais en quelques mois, on s'est très vite rendu compte que personne serait prêt à mettre des dizaines de milliers d'euros là-dedans. C'est pire que ça, c'est que même si tu trouves une personne qui est prête à acheter, en fait, ça ne veut pas dire qu'il y a un marché. C'est toujours pareil. Tu peux, là, on peut faire un truc, je fais un origami, machin, et je le teins avec de la bombe en or. Peut-être qu'on peut dire que c'est de l'art contemporain et je trouverai un type pour acheter mon origami en or. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un marché pour les origamis de papier. Et c'est ça où il ne faut pas trop se laisser tromper. Des fois, vous pouvez réussir à vendre un truc à une personne, mais ça ne veut pas dire que le marché... de fait, il y a un marché, puisque le marché, c'est rencontre de l'offre et de la demande, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un marché suffisant pour faire une boîte et en vivre. Et gardez aussi en tête que... C'est le moment fiscalité. Gardez en tête qu'entreprendre tout court, c'est pas facile. Et entreprendre en France, c'est encore plus difficile. Dans l'IE tout court même. C'est dur, mais dans l'IE, c'est encore plus dur. Il y a des milieux où effectivement, il peut y avoir des subventions, des aides, etc. qui font qu'en France, ça peut être facile. Mais c'est assez compliqué, en fait, parce qu'évidemment, ce que vous allez produire comme richesse n'est pas ce que vous prenez dans votre poche, sinon ça s'appelle de l'abus de biens sociaux. Donc, ce que vous produisez comme richesse, après, il faut en déduire les différents impôts, charges, etc. Donc, vous ne pouvez pas juste dépendre d'un type qui vous achète un truc une fois. Il faut vraiment avoir une vision entrepreneuriale qui consiste à prendre en compte la valeur que vous allez créer, les charges, les frais, tout. Puis aussi, la valeur que l'on crée, elle vient jamais tout de suite. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, quand elles se lancent, alors à moins de faire une levée de fonds, d'avoir un beau profil, une grande école, je sors, je rencontre un venture capital, donc un fonds d'investissement ou un business angel, donc une personne qui est prête à investir dans ta boîte, ce qui te permettrait de te payer. Quand tu lances ta boîte, le terme c'est bootstrap, donc c'est-à-dire sans fonds. Il va falloir aussi être prêt à galérer. Je pense que c'est un truc, beaucoup de personnes l'oublient. On a l'impression qu'on lance sa boîte, ça va fonctionner instantanément. Nous, on a galéré quand on vendait cette fameuse carte. Cette carte, on la vendait pas du coup, donc il a fallu se professionnaliser très vite. Et en fait, on l'a un peu vendu quand même, mais ça ne nous a pas fait vivre. C'était pas un projet fiable et viable, quoi. En tout cas, il fallait l'adapter pour qu'elle réponde à un marché. En fait. Et à ce moment-là, elle répondait pas. Et du coup, il faut vraiment aussi avoir cette idée en tête. Je pense que, à mon sens, le meilleur moment pour se lancer, c'est à la fin de ses études, parce qu'on n'a pas... Pendant les études. Ou pendant les études. Pendant les études, c'est encore mieux, en fait, en réalité, puisqu'on garde son statut d'étudiant, juste on travaille plus. Donc ça implique d'aller moins au bar, ça implique d'avoir peut-être moins de vie sociale que les autres. Mais en même temps, ça permet aussi de sortir d'école avec peut-être des appuis plus solides que si on se lance en entrepreneuriat à la sortie. D'accord, du coup, Aram, tu as dit que c'était plus dur de s'imposer dans le monde de l'IE que dans un autre domaine. En fait, moi, j'ai connu un petit peu le monde de la tech. Donc, le monde de la tech, donc les startups et toute l'effervescence qu'on a pu voir entre 2019 et 2021. Et entreprendre à ce moment-là, c'était quelque chose évidemment de dur, puisque entreprendre intrinsèquement, c'est quelque chose qui prend du temps, ça peut toucher sur sa vie perso, ça implique beaucoup de travail, ça a beaucoup de concessions aussi. Donc c'était dur, mais en fait, on avait la possibilité de lever des fonds. Et lever des fonds, c'est avoir la garantie de pouvoir se payer, de pouvoir payer des personnes qui vont travailler pour nous pour aller plus vite, plus loin, plus fort. Quand on monte son cabinet d'intelligence économique, en général, c'est assez rare de lever des fonds, puisque notre plus-value, c'est nous. Donc en fait, c'est des prestations de conseil, donc on n'a pas un produit à vendre, entre guillemets. Nous, on a notre savoir à vendre. Et donc il y a peu de personnes qui vont investir juste pour qu'on ait un salaire.
Et c'est en ça, c'est peut-être le monde du conseil qui est peut-être plus difficile, ou entreprendre, en tout cas à nos âges. Parce qu'entreprendre après 10 ans chez McKinsey, dans le conseil, avec un réseau très grand, très large, très varié, c'est plus simple. J'ai 35 ans, j'ai 15 clients, ils connaissent mon expertise, je peux les appeler, je serai moins cher qu'un cabinet. C'est faisable. Nous, on l'a fait. On était on était pendant nos études et en sortie d'études. Donc forcément, c'est un peu plus dur. Et le marché de l'IE, c'est aussi un marché. Alors nous, on a de la chance, on a fait, je pense, les bonnes études et on avait le bon raisonnement du coup entrepreneurial pour avoir les bonnes décisions. Mais c'est un milieu qui est aussi assez fermé et c'est un milieu qui est assez vieux en réalité. Faut aussi. Est-ce que ce serait pas un milieu aussi qui tend à se développer et qui tend à prendre de l'ampleur, donc c'est intéressant de se positionner aussi. C'est un marché je pense qu'il faut se positionner là-dessus, mais il faut du coup avoir en tête que nos interlocuteurs, ça va être des personnes qui ont beaucoup de bouteilles. Ouais, donc en fait, c'est pas, on va pas parler à quelqu'un qui a monté sa boîte il y a 4 ans, qui est intéressé pour acheter ma solution tech. On va parler à quelqu'un qui a peut-être 20 ans d'ancienneté sur la zone. Il va falloir assurer et être sûr de soi sur les capacités intellectuelles, sur les capacités intellectuelles par rapport à la zone qu'on traite, par rapport à la compétence, par rapport à n'importe quoi. Donc, pour se lancer, c'est pour ça que c'est le mieux de le faire pendant ses études, parce qu'on prend moins de risques. On a le temps aussi de gagner en maturité, je pense, je dirais business, c'est-à-dire savoir parler à un interlocuteur de 40 ans, savoir ce qu'il attend, se mettre à sa place, comprendre son raisonnement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile. Et particulièrement dans le monde de l'IE, du coup, les interlocuteurs qu'on a pu avoir, c'est des personnes qui sont plus âgées que nous de manière générale. Je pense qu'on est... c'est pas du tout... Enfin, je dis pas ça en mode positif, mais on est très régulièrement dans les réunions qu'on fait, les plus jeunes, quoi, y compris dans des réunions des salons. Enfin, des fois, ça nous est arrivé qu'on nous prenne pour les stagiaires, quoi. Peut-être pas les stagiaires, mais ça, des jeunes actifs. Des jeunes actifs. Non, mais voilà, mais... en revanche, je fais une incise et un conseil business pour ceux qui peuvent réfléchir à se lancer. Je pense qu'il y a un grand marché sur le monde de l'IE. Tu parlais du fait que c'est un monde qui se développe. Sur l'IE non jargonnant, je vais l'appeler comme ça, c'est un concept à l'instant T là. C'est le fait que les gens du monde de l'IE, souvent on fait les mêmes écoles qui forment très bien. Et nous, l'école, on est passé, l'école de guerre économique nous a énormément apporté. Je pense que, je vais pas dire qu'on l'aurait pas fait sans passer par l'école, mais concrètement, ça nous a quand même structuré, ça nous a mis dans un cadre où ça nous a poussé aussi à vouloir entreprendre. On a eu le bon réseau aussi. On a eu le bon réseau, et ça, c'est peut-être ce que l'école a, au-delà des cours, de mieux apporter, c'est de vous donner un réseau et des gens qui peuvent vous appuyer sur le long terme. Donc ça, on est très reconnaissant. Mais il faut être honnête, le monde de l'IE, c'est souvent des gens qui parlent un jargon. Typiquement l'IE, voilà, ça parle à personne. Moi, j'adore faire ça quand je prends des. À tout le monde au repas de famille. Quand je prends des TGV, des trucs comme ça, l'avion, voilà, que j'aime bien papoter avec les gens avec qui je suis à côté. Et tu t'amuses, hein, tu leur dis, quand ils demandent toi, tu fais quoi dans la vie, bah t'es là, je fais de l'IE, tu te regardes, ils font des yeux. Voilà, ils savent pas ce que c'est, tu vois. Donc, alors que tu leur dis, en fait, c'est simple, je travaille en consultant pour des boîtes. Quand ils ont une question sur un concurrent, je vais trouver la réponse pour leur donner et pour prendre une bonne décision. Là, tout le monde comprend, tu vois. Et je pense qu'il y a je vais les aider à prendre une décision, tout simplement. C'est ça. On collecte de l'information stratégique pour les boîtes, tu vois. En fait, je pense que l'IE a un gros problème, c'est que on ne parle qu'entre gens qui font de l'IE, avec des grands guillemets. C'est-à-dire, tu vas parler à des gens qui comprennent ce que tu as à leur dire. Et en fait, du coup, on se ferme tout un marché potentiel. Je prends un exemple très concret. On va parler à des grands groupes du CAC 40, machin, les directions sûreté, des trucs comme ça. Mais les gens ne pensent pas au fait que, en fait, si tu vas avoir des startups à Station F, c'est ouvert, hein, tu peux y aller comme ça à Station F. Tu vas avoir des startups à Station F. Et tu leur dis, bon bah voilà les gars, nous on a un petit cabinet, on vend ça 400 balles le dossier, je sais pas quel doit être le pricing, mais et on va vous trouver tout ce que font vos concurrents, là, la même fintech que vous, mais les mecs d'à côté. Ou à l'étranger. On peut vous trouver ça, on peut vous mettre en place une veille pour X prix, on peut vous faire une formation pour éviter que vous fassiez voler votre tech. En fait, tu vas les voir et tu sors du jargon. Je leur dis pas je fais de l'IE, tu leur dis je suis un expert de la collecte de l'information et je peux trouver ce que vous voulez sur qui vous voulez. Tu leur dis ça. Et je pense que sortir du jargon et sortir de tous ces concepts machin un peu ronflants, c'est ce qui pourrait nous arriver de mieux dans le monde de l'IE. C'est ça, c'est d'avoir des jeunes qui se lancent, et je nous inclus dedans, et nous on essaye de le faire le plus possible, même si on a un peu jargonné, et désolé pour les auditeurs, mais grosso modo c'est ça, c'est sortir des concepts, des machins, des trucs. En fait, les gens s'en foutent, faut être honnête. Nous, ça nous parle, voilà, le cycle du renseignement, machin, je collecte, j'analyse, machin, etc. Mais
là où il y a un marché, c'est des secteurs où les mecs s'en foutent. Et c'est pour ça que Zoltier est là pour vulgariser aussi. Hein. Oui, non mais tout à fait. Et je pense qu'il faut vraiment sortir de ça. C'est très bien d'avoir des références communes et d'être structuré. Et Dieu sait que je crache pas sur le jargon. C'est ce qui nous a permis de structurer notre pensée, notre approche. Et on est très reconnaissant d'avoir eu cet enseignement. Et on n'est pas là en mode suce aux anciens et vive la modernité. Et on sort de tout ça et on casse tout. C'est pas du tout le principe. Hein. Mais je pense que dans une approche commerciale et pour espérer convaincre des gens et faire grossir ce marché qu'est le monde de l'IE, il faut arrêter d'appeler ça de l'IE déjà, il faut juste aller voir les gens et leur proposer des solutions à leurs problèmes. Et si vous commencez à avoir ce regard-là, à savoir, est-ce que telle boîte a besoin d'IE ? Non, je réfléchis plutôt en mode, est-ce que cette boîte se pose des questions où elle n'a pas la réponse ? Mais là, vous voyez que le marché, il est stratosphérique, parce que peut-être que si vous allez voir une SCI locale, donc une société immobilière, machin local, dans un, je sais pas, vous habitez à Lyon, le type, vous allez voir, bonjour monsieur, est-ce que vous avez besoin d'IE ? Il va vous dire, non, c'est bon, t'inquiète. C'est quoi ? Alors, avant il va dire c'est quoi ? Tu vas le voir et tu lui dis, bon, est-ce que parmi les fois, les grosses acquisitions que vous faites ou les gros machins que vous faites, etc., vous n'avez pas des questions que vous posez sur le type à qui vous achetez pour être sûr quand même qu'il est fiable, machin ? Et le type, ah bah oui, je me pose la question à chaque fois, justement, j'aimerais bien pouvoir savoir, je suis même prêt à mettre 1800 balles. Bah là, vous venez de créer un marché. C'est-à-dire que littéralement, le type, il fait 6 acquisitions par mois, ou j'en sais pas combien, bah, il vient de vous dire, pour 1800 € par mois ou par dossier, je suis prêt à prendre de l'information sur les types auxquels j'achète. Même manière, tu vois. Tu vas voir et là je donne des idées business, donc prenez des notes. Tu vas voir les hôtels en France, à l'étranger, etc. Les hôtels, on va dire plutôt haut de gamme, 4 ou 5 étoiles, plutôt 5 étoiles, voire palace, donc c'est-à-dire 5 étoiles plus. Ces types-là, souvent, ont besoin de savoir qui sont leurs clients. Est-ce que le client qu'on a, c'est pas un type qui est accusé de génocide dans tel pays des Grands Lacs en Afrique ? Ou est-ce qu'inversement, ce type-là, on pourrait pas mieux le servir en sachant qui c'est ? Si tu vas voir la direction d'un hôtel 5 étoiles à Monaco et tu lui dis ça, tu dis bon, est-ce que tu as besoin d'IE ? Le type va te dire, il fait non, t'inquiète. Par contre, tu lui dis bon, en fait, on a développé un petit outil où on a 2-3 freelances là pour pas cher, qui quand vous avez un nouveau client, avant que le type arrive, quand il a fait sa réservation, on se renseigne rapidement, pas besoin de rentrer dans les détails RGPD machin, mais vraiment sur des trucs de base pour savoir si le type il est pas sous sanction ou inversement pour savoir si le type c'est pas une célébrité dans son pays, est-ce qu'on peut pas lui faire un petit truc, une accueil un peu particulière. Les types ils seront prêts à payer, mais ils payeront jamais pour de l'IE. Donc le résumé de ça c'est quoi ? C'est sortir du jargon et revenir à la base de ce que c'est, à savoir les gens qui font de l'IE, c'est des gens qui sont capables d'aller chercher de l'information pour répondre à des questions ou pour donner un avantage stratégique ou tactique aux clients. Et si vous présentez les choses comme ça et que vous réfléchissez en termes de à qui il manque de l'information et à qui je pourrais l'apporter et qui est prêt à payer pour le faire, vous verrez que des marchés, il y en a partout. Il faut juste sortir du jargonnage, quoi. Et moi, je peux donner un exemple personnel. Par exemple, dans l'écosystème de la vente, on a besoin de connaître ses interlocuteurs. Et moi, j'ai été dans cet écosystème-là quand je travaillais dans la tech. Et c'était donc avant que je fasse le GE, je ne savais pas encore ce qu'était l'OSINT. Enfin, j'en avais entendu parler, etc. Et en fait, je me suis retrouvé à faire de l'OSINT sans le savoir. Parce que j'avais besoin de connaître mes interlocuteurs avant de leur parler. J'avais besoin de savoir quelles étaient leurs motivations d'achat, etc. Qu'est-ce qui pouvait les intéresser. Et en fait, j'ai commencé à me faire moi-même mes propres grilles et à me dire, ok, quand j'ai cet interlocuteur-là, il faut que je lui parle comme ça, il faut que je me comporte comme ça. Et en fait, j'ai commencé à scraper de l'information, donc récupérer de l'information, à la traiter, à la collecter, valoriser et ensuite analyser. Et ça me permettait ensuite d'aller vers mes interlocuteurs, de savoir ce qu'ils pouvaient attendre, ce qu'on pouvait leur vendre. Et en fait, toutes les boîtes, elles ont besoin de renseignements, d'avoir accès à de l'information qui est en OSINT, qui est trouvable en OSINT. Après, on en parlait aussi à la fois aussi en UMINT, mais toutes les entreprises en ont besoin. Et en fait, finalement, l'IE, on l'a déjà dit et je vais le redire, c'est la collecte, la valorisation et l'analyse de l'information. Et ensuite la redistribuer pour qu'ils puissent prendre une décision ou qu'ils puissent se positionner sur un marché. Et ça a une telle application et c'est tellement finalement peu connu en France que oui, il y a un énorme avenir, je pense, pour les jeunes qui veulent se lancer en fin d'études, pendant leurs études. Et même eux peuvent faire le test. Je ne sais pas s'ils font leurs études à Paris et qu'ils viennent... moi, j'ai grandi à Lyon, ils connaissent quelqu'un qui a une boîte, je ne sais pas, une PME quelconque, et qui leur dit, écoute, je travaille dans cette école-là, je sais faire de l'OSINT, est-ce que tu veux pas que je te fasse un petit dossier, je te le fais pour le test, et tu me dis si ça t'est utile. Et lui, il commence à se former, il commence à faire des dossiers, d'abord gratuitement, ensuite l'ami de ses parents ou son ami, etc., il va le recommander, il va commencer à vendre de plus en plus de dossiers, il va se faire son propre réseau, et peut-être qu'il pourra se lancer ensuite dans ce milieu-là. Mais ce qu'il faut, c'est déjà voir dans son entourage si des gens ont des entreprises et ils ont besoin d'informations. Ah, complètement. Ok. Et on l'a fait. Je rebondis sur ce que dit Aram et même sur ce qu'on disait au début sur le fait de se lancer pendant ses études, etc.
et là je vais faire un vrai sujet, il est ciblé, beaucoup de gens se reconnaîtront dans ce que je vais dire. Ne commencez pas à vous embêter, à réfléchir au nom de votre boîte, au logo, machin, la com, LinkedIn, machin, etc. C'est du détail, ça. C'est du détail. Tout ça, c'est du détail. C'est la question qu'on se pose quand on a des clients, quand on vit déjà de ce qu'on fait, on réfléchit un peu à machin. Les clients et l'argent que vous allez vous faire au début, surtout, ne viendront pas du fait que vous avez un bon logo, vous avez fait de la bonne com LinkedIn. Ça n'existe pas. On a fait de la com dans tous les sens, on s'est forcé, alors qu'on n'est vraiment pas des gens publics, puis quand même là, hein, à la base, on pensait toujours rester un peu dans l'ombre, mais on s'est forcé à un peu communiquer. En fait, 95, même 100% en fait, 100% de nos clients, on les aurait eu même sans faire de la com LinkedIn, même sans avoir de logo, même sans même apparaître en fait. C'est des gens qu'on connaît parce qu'on allait les voir, on est dans les bons réseaux, on a parlé, on a démarché. C'est comme ça qu'ils viennent les clients. C'est donc concret. Voilà. D'abord donc, le fonds de commerce, après la vitrine. Quoi. Et c'est pour ça que je vais dire quelque chose. Si vous êtes de l'URSSAF, n'écoutez pas la suite du podcast. Concrètement, je vous recommande, et je recommande aux gens qui veulent se lancer, de commencer en freelance. Ça veut dire vous faites un statut auto-entrepreneur, ou encore mieux, vous faites pas de statut du tout au début. Ça veut dire vous allez voir des gens et vous leur dites, bah voilà. Si c'est gratuit. Voilà, ou pas. Non, je plaisante, mais ce que j'essaye de dire, c'est que sondez le marché, allez voir les boîtes et dites-leur, voilà, j'ai une boîte où je suis un freelance machin. Même si vous n'avez pas de statut, on s'en fout. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est là où l'URSSAF va pas me détester. Allez voir les gens, essayez de sonder des gens, etc. pour voir s'ils sont prêts à vous acheter une prestation. Et s'ils signent, je peux vous assurer que les boîtes qui vont vous signer un truc, ils peuvent attendre 4 jours que vous fassiez votre statut auto-entrepreneur. C'est hyper rapide. Voilà, donc avant de vous commencer à vous triturer le cerveau de bon bah oui, mais il faut que je vois l'URSSAF, machin, l'ACRE, je sais pas quoi. Non les gars, allez voir si vous arrivez à choper des contrats. Et si vous chopez un premier contrat, bah, vous aurez tout le temps de faire le contrat déjà, et en même temps que vous le faites, bah, vous prenez 1 heure tous les jours là pour suivre l'avancement de votre statut, vous faites le statut, et puis voilà, et au moins vous aurez une raison d'avoir un statut. Parce que je vois plein de gens qui sont là, oui, est-ce que je fais mon statut maintenant, machin, etc. Bon, je vais déposer les statuts de ma SAS, puis après je vais voir pour trouver des clients. Non, il faut réfléchir dans l'autre sens, vous regardez s'il y a un marché, vous regardez s'il y a des clients qui sont prêts à vous acheter un truc. Et je peux vous assurer que les clients, ils s'en foutent, ils peuvent attendre 2 mois pour payer la facture. Et vous, pareil. Donc, si jamais vous avez effectivement des clients, bah, vous prendrez le temps de faire votre structure et d'être en règle avec l'État, parce qu'il faut être en règle avec l'État, évidemment. Mais voilà, ne commencez pas à vous mettre des bâtons dans les roues dès le début, parce que ça, c'est la procrastination exemplaire de l'entrepreneur, c'est ça. C'est de passer plus de temps à faire des newsletters, à vouloir trouver un bon nom pour sa boîte, etc., à faire un bon design, à réfléchir au statut, alors qu'en fait, on n'a aucun client. Donc, oubliez ça, oubliez LinkedIn, oubliez les statuts, les machins, tout ça. Prenez un nom pipeau fait avec ChatGPT. Trouvez des clients. Allez leur parler, oubliez les mails, oubliez le démarchage digital sur ces sujets-là. Ce qu'il faut, c'est parler aux gars, c'est aller faire des rendez-vous, c'est aller dans les endroits où les gens peuvent être, aller sur les salons. Et c'est là où il faut un peu vous entraîner, puis il faut un peu de courage aussi. On sait que c'est pas facile, on est Aram comme moi. C'est sortir sa zone de confort. Hein. On est des grands timides de base au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on n'est pas des gens extrêmement extravertis et sociaux. Et aller voir un type de but en blanc, voilà, alors qu'on est encore étudiant, et un peu le fake it till you make it, et aller voir un type sur un salon et lui dire bah voilà, ça fait 2 ans que je travaille sur tel sujet, voilà, sur l'intelligence économique, est-ce que ça vous intéresse que je fasse des checks sur les recrutements que vous faites, voilà, et vous dites un prix bidon, vous dites 300 €, voilà, hop, vous dites un prix comme ça au hasard, et vous voyez si ça marche. Et au pire du pire, si c'est pas assez cher pour vous, bah, vous faites qu'une fois et puis ça s'arrête là. Mais voilà, il faut le faire et il faut se forcer à le faire. Et de toute façon, vous allez vite voir si c'est pas assez cher, trop cher, machin. Il faut tenter, quoi. En fait, il faut se mettre en mouvement, c'est ça l'idée. Et on est en train là, littéralement de dire aux gens lancez-vous, machin. Mais j'y crois vraiment. C'est-à-dire que ce marché a intérêt à avoir des jeunes qui se lancent. Je dis pas non plus qu'il faut que tout le monde fasse de l'IE en France, mais je pense que si vous êtes malin, si vous avez cette capacité à maîtriser certains sujets un peu précis, que vous avez une capacité un peu tech-friendly, à savoir maîtriser des outils, un peu de Python, un peu de trucs, voilà, c'est possible de faire beaucoup. C'est possible de faire beaucoup même si on ne maîtrise pas la tech, d'ailleurs, on peut faire autrement. Mais je crois que c'est un vrai secteur où la France pourrait être bonne. Et je crois aussi, et c'est là où il faut aussi réfléchir, c'est qu'on a tendance à dire un peu oui, la France, on est un peu en retard sur les sujets d'IE, comparé par exemple aux États-Unis, etc. Par exemple aux États-Unis, le moindre recrutement d'un concierge dans un immeuble random, voilà, vous allez avoir une boîte qui fait le background check, quoi. Alors qu'en France, c'est véridique. On l'a vu sur des dossiers quand on travaillait encore principalement en France. Il y a des gens qui arrivent à des postes au CAC 40, c'est-à-dire à des postes top level. On en a eu un, mais je pense qu'il y en a d'autres du coup. Un type qui était je ne vais pas donner le secteur ni le client. Le type est arrivé à un poste, on va dire, il était numéro 3 ou 4 de la boîte du CAC 40. Et ils se sont rendus compte, après un check quand même, donc voilà, au bout de 31 ans de carrière, que le type avait menti sur tous ses diplômes et sur tout son parcours précédent.
Voilà. Il a fallu 31 ans pour que les gens s'en rendent compte, tu vois. Donc ça n'arriverait pas dans beaucoup de pays. Mais inversement, donc les États-Unis sont en avance sur beaucoup de choses. Ils ont cette culture un peu d'aller chercher l'info, machin, de se blinder en termes de vérification. Mais inversement, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore cette culture-là. Et où du coup il y a peu d'offres en fait. Et peut-être, j'en sais rien, peut-être que dans ceux qui nous écoutent, il y a un type qui est franco-roumain par exemple, ou juste roumain et en France il parle un français ou juste voilà. Peut-être qu'il y a ce truc-là de se dire ok, en France on est quand même pas mal développé sur ces sujets-là, l'OSINT, les machins, etc. Peut-être que dans tel pays que je connais bien ou telle région qui m'intéresse, en fait il y a moyen de proposer des prestations, soit pour les boîtes françaises là-bas, soit pour les boîtes locales en fait qui ont besoin d'infos. Et comme il n'y a pas d'offre locale sur de l'OSINT, de la recherche, un peu du Mint, etc., peut-être qu'il y a un truc à faire. Et ça j'y crois beaucoup. Je pense que voilà, typiquement j'en sais rien, un type qui est franco-marocain, je pense qu'au Maroc il y a des vrais marchés sur ces sujets-là. Il y a pas mal de boîtes marocaines qui pèsent beaucoup. C'est un pays où il y a gros bassin d'entreprises. Voilà, faut aller proposer des choses et il faut réfléchir un peu hors de la boîte. Et surtout, j'insiste sur ça, il faut sortir du espèce de moule IE tout le temps un peu les mêmes. On voit les mêmes têtes, les mêmes gens, les mêmes boîtes, les mêmes prestations. Voilà, réfléchissez en dehors de la boîte et rappelez-vous que votre qualité, c'est être capable d'aller trouver l'info qui fera prendre une bonne décision au client. Et ça, peu importe comment on l'appelle, c'est sur ça qu'il faut insister. Et c'est ça qu'il faut promettre aux gens. C'est pas d'avoir de l'osine, des machins. C'est non. Peu importe comment, l'info que vous avez besoin, j'irai la trouver, j'irai la chercher, parce que je suis curieux. Et je fais une parenthèse sur ça. La véritable qualité dans l'osint, c'est deux choses. Enfin, dans l'osint, pardon. Dans le monde de l'IE, dans notre monde à nous, il faut deux qualités pour moi. La curiosité, je pense que c'est la qualité fondamentale. Ça veut dire qu'il faut nature être curieux. Il faut aller la minute de plus dans les recherches, le step de plus dans les pages documents qu'on va lire. Il faut être de nature curieuse et aimer lire de nouvelles choses. Et la deuxième chose, c'est être méthodique et processisé. Ça veut dire, c'est ça qui vous fera gagner du temps sur le long terme, c'est être méthodique dans votre façon de travailler. Parce que quand on collecte de l'information, le risque, c'est soit de ne pas avoir d'infos, soit d'en avoir trop. Donc il faut être méthodique pour s'assurer toujours d'avoir un peu d'informations. Et même quand on en a beaucoup, de pouvoir la trier, de sortir ce qui est exploitable et utilisable pour le client. Donc soyez curieux, soyez méthodique. Si vous ne l'êtes pas, essayez d'apprendre à l'être. Ça veut dire que la curiosité ça se développe vraiment. Il faut un peu se forcer au début, mais ça peut vraiment se développer, même s'il y a des gens qui sont enclins à ça naturellement. Et soyez méthodique, là il n'y a pas de secret. Il faut un peu lire sur la manière de s'organiser, etc. Et voilà, mais c'est vraiment mes deux conseils. Essayez de développer votre curiosité et votre capacité à vous organiser, quoi. Ok, d'accord. Je pense que c'est un beau mot de la fin pour le coup. Ouais, là on a une bonne méthodologie en tout cas de l'entrepreneuriat, c'est super. Messieurs, je vous remercie. C'était un podcast très agréable. On a parlé de plein de choses, donc c'est super. Je remercie aussi du coup les auditeurs qui sont allés jusqu'au bout de ce podcast. Il sera, je pense, super intéressant pour tout le monde. Pour les récompenser, je pense à Ram, peut-être qu'on va regretter de le dire, mais s'il y a quelques personnes qui sont arrivées jusque-là, qui s'intéressent, qui se posent des questions, on peut vous répondre et vous conseiller un petit peu pour vos projets éventuels. Donc je passe le mot, envoyez-nous un petit message sur LinkedIn ou n'importe. Vous serez identifié de toute façon. On pourra vous filer un petit coup de main ou vous donner un avis, on fera un call de mentoring ou je sais pas comment ça s'appelle. C'est très bien, ça plaira à beaucoup de gens, je pense, ça peut être intéressant. En avant, merci messieurs pour votre invitation. C'était un très bon podcast. Et puis en avant. On vous souhaite de continuer sur cette lancée. Et puis pour du coup nos auditeurs, on se retrouve pour le prochain podcast. À la prochaine. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.